Hello, hello everybody. We're gonna have a chat video in French um, because this is a French documentary that a friend of mine did that is really amazing about birthing, but it's in French for now. And actually she would need help to subtitle in English. So we're going to do the discussion in French because the movie right now is in French. The movie is called Faut pas pousser. I put the link in the story to go and watch the movie. If you are a French speaker, maybe you can really enjoy that because it's an amazing work that she did. Very, very interesting. And we're gonna do this in French. So let's see if Nina is there already. I also tell you that I launch badges if you want to collaborate for the orphanage with some little, badges. It could be really nice. And voila. And it's very warm here in Malibu. Very, very warm. We never had this heat in the summer, so it's really hot. It's I'm boiling here. So let's see. Now I'm gonna switch to French and see if Nina is here. Je découvre ma coiffure. I discover my hair. Bonsoir Yasmina. Comment vas-tu? Ça va et toi? En français alors, hein, on reste en français? Le film est toujours en français. Je pense Oui. que c'est mieux d'abord de le faire en français, puis on en refera une quand il sera sous-titré pour le présenter. Ouais. Hein? Ça Donc, marche. tu dis que tu étais en recherche d'aide pour le sous-titrage. Oui, tu as vu la... Ouais. Oui, bah oui. Et effectivement, ça serait bien aussi s'il était fait en espagnol, parce qu'il y a quand même une grande population espagnole aussi, tu vois. Donc, je sais que c'est, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit bénévole, qui veuille donner de son temps pour faire ça, ça serait vraiment super. Donc, voilà, c'est une année. Bah oui, alors je pense que le mieux, c'est quand même que je fasse une campagne de financement pour ça, parce que c'est pas, il y a la traduction elle-même et puis le fait d'adapter le texte pour que ce soit facile de lire le sous-titre, donc avec le rythme des images, etc. Et puis ensuite, il y a la partie technique juste de poser donc c'est pas seulement la traduction qui est compliquée, c'est de poser le sous-titre. Ça reste un gros travail, donc je sais, ça me prend la tête depuis un bon moment en fait, hein, cette affaire de sous-titrage. On le voit pas, c'est pas sûr. Je t'entends pas bien, ça décroche, j'arrive pas à savoir si ça vient de moi ou... Ah, c'est bizarre. Écoute, quand je parle, ça... Attends, hop, pardon. Quand je parle, ça coupe ton son à toi. Moi, non, il n'y a rien qui change. On va essayer quand même comme ça. Donc, le film est enfin sorti depuis combien de temps maintenant? On l'a terminé, l'avant-première a eu lieu le 30 septembre à Paris, dans une jolie salle. Et donc, le film est disponible en ligne depuis le 2 octobre. Alors c'est chouette parce qu'en fait je suis quand même toute seule à la barre et avec le réseau et grâce à toi et d'autres et à tous les gens qui partagent, il a déjà été acheté par 500 personnes dans 29 pays. Donc c'est ça qui est fou. Alors évidemment, beaucoup de pays, c'est anecdotique, puis c'est certainement une population francophone pour l'instant. Enfin, mais j'ai des gens en Amérique, en Arabie Saoudite, en Tanzanie, en Nouvelle-Calédonie. Enfin bon, 27 pays ou 29, donc ça me fait super plaisir. Oui, bah c'est pour ça, quand il va passer en anglais, là, ça va vraiment, tu vois, il va vraiment, ça va... C'est tellement important. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, tu as énormément travaillé parce que on a fait il y a combien de temps pour parler de ton projet de ce film? Je me souviens, on l'a fait.
En mars, je pense que c'était en mars. 20 ou en mars cette année? Non, en mars cette année, mais après, ça fait 11 ans que je travaille sur ce projet, enfin 11 ans que je le porte. Oui, bah, Et voilà, 11 ans que je le porte depuis ma première grossesse. Donc, il y a eu le tournage s'est étalé sur de nombreuses années, puisque l'interview de Michel Audin, notamment, date il y a 6 ans. oui. Et puis les images de ma première grossesse, hein, j'ai pas triché, il y a mon premier bidon, et puis les images au début du film avec Joël Terrien, sage-femme qui faisait des accouchements à domicile et qu'on avait rencontré. Ces images ont été tournées pour un autre documentaire, pas pour le mien. Oui. Je les ai, c'est au printemps que j'ai. Attends, excuse-moi. Les enfants, est-ce qu'éventuellement on peut baisser d'un ton? Mes enfants qui sont à table avec mon chéri. J'ai mangé mon bout d'omelette vite fait. Donc ces images, elles avaient été tournées pour un autre documentaire réalisé pour France Télé et la séquence n'avait pas été gardée dans le film. Et au printemps, je me suis dit, bon sang, il faut que je récupère ces images pour m'en servir dans Faut pas pousser. Et par chance, la boîte de prod les avait toujours gardées. Et ils sont grossiers en plus. Et donc, elle me les a donnés gentiment et ça a été magique de les découvrir, en fait, de découvrir nos questions, la naïveté dont je faisais preuve à ne pas savoir comment sortait le bébé emballé dans le placenta ou pas. Donc, ça a été super. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment. Puis c'est bien de faire le parallèle, si tu veux, l'accouchement à domicile, l'accouchement médicalisé, tu vois, c'est vraiment, moi c'est pareil, j'ai vécu 2 accouchements complètement différents et ça a été 2 expériences vraiment, une l'autre un peu moins parce que on nous a volé notre temps, quoi. Ça a été provoqué l'accouchement alors que je n'étais pas consentante, je ne savais pas moins j'ai parce que c'était le 24 décembre au soir, allez hop, voilà. C'est pas des jours pour accoucher, Yasmina? Bah ouais, je devais accoucher début janvier, tu vois. Voilà. Et comme il y avait une pleine lune qui chantait, il y avait des femmes qui sont arrivées et ils ont voulu accélérer le truc. Et moi, tout se passait bien. J'avais déjà eu un enfant, je savais comment ça se passait. J'étais totalement confiante et tout. J'arrive à 2h30 à la clinique. À 2h à la clinique, la sage-femme dit, oh, ça va être vers 16h30. Donc, mon mari est allé s'occuper du petit qui avait 2 ans et demi. Et puis, une demi-heure après, elle est née parce qu'entre-temps, ils m'ont mis dans la salle de travail. Et une infirmière est arrivée avec une seringue. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai eu peur, tu vois. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pour vous aider. Mais j'ai dit, j'ai pas besoin d'aide. Et elle m'a piqué. Et là, ça a été hyper violent. Ça a été vraiment violent. J'ai fait une réaction tétanique, en fait. Je suis devenue toute contractée. Je pensais au bébé. Qu'est-ce qui se passait pour le bébé, tu vois? Et puis après, ils sont venus, comme je ne pouvais plus bouger, j'avais les mains comme ça, tu vois, j'étais complètement tétanisée. Et ils sont venus avec une autre seringue, sans me dire ce que c'était. Et hop, ils m'ont injecté. Et là, c'était du calcium. Et ça m'a brûlé partout. Mais vraiment, j'étais, tu vois. Et puis, elle est sortie. À 2h30, elle est née. Et elle est venue, évidemment, orange, ictère. Parle d'un choc violent. Et moi, j'ai traîné, sans le savoir, 20 ans d'allergie après ça. Toutes sortes d'allergies. J'arrive chez un naturopathe qui me teste et qui me dit, mais pourquoi vous avez une réaction si forte? Ben, je prends rien. Il me dit, non, mais c'est pas quelque chose que vous prenez, c'est ce qu'on met pour accélérer le processus à la naissance. Et là, 20 ans après, je réalise ce qui s'était passé. Et donc, j'ai eu tout un protocole, tu sais, sur le thymus avec un sac de gel avec des dilutions homéopathiques très, très élevées pendant 3 mois à porter non-stop. Et ça m'a guéri de mes allergies. Mais ma fille a eu d'énormes problèmes. Énormes problèmes hyper douloureuses, des contractions, évidemment, l'ocytocine qui était restée en mémoire trace, tu vois. Et ça a été... et elle n'a pas voulu faire le protocole, donc ça, c'est son chemin aussi. Elle avait 20 ans déjà, tu vois. Donc, mais j'ai eu des années d'allergies, de toutes sortes d'allergies. C'était terminé.
Ça qui est fou parce que par contre, tu avais eu un premier accouchement super chouette, tout ce qu'il y a de plus naturel, et c'est le Ah bah, deuxième qui a été médicalisé, alors que c'est souvent le contraire. Et là, voilà, c'est ballot. Il valait mieux ne pas avoir le temps d'aller à la maternité, presque. C'est ce que je dis dans le film, hein. Il vaut mieux commencer en télétravail. en fait, tu vois, le matin, j'ai perdu le bouchon muqueux et les os en prenant ma douche. J'ai dit, oh oh. Et mon mari était parti travailler. Et il revenait l'après-midi, on devait dîner en famille. Et puis, oh, bah, je dis, tiens, je crois que c'est peut-être le moment. Tu vois, je commence à avoir des contractions. Donc, j'ai repassé le linge pour sa semaine. Tu vois, j'ai tout préparé. Les contractions, je gérais complètement. Il n'y avait absolument aucun problème. Parce que même le premier accouchement, ça a été magique pour moi. Ça a été transcendantal, tu vois. J'ai pu transmettre la douleur, aller dedans. Et à un moment donné, mais c'était magique. Pourtant, c'était mon premier enfant, premier accouchement. J'avais pas 18 ans, tu vois. J'étais complètement confiante parce que je savais que ça allait se passer pareil. Ouais, bah ouais. Et pas du tout. Là, alors, une expérience, mon fils, au cœur de l'été, dans une année 73 où il faisait une chaleur torride, et ma fille au cœur de l'hiver, tu vois. Deux expériences totalement différentes. Et pour moi, on nous a volé notre moment. Mais en même temps, quand on va au niveau de l'âme, je pense que c'est le chemin de chacun, tu vois. C'était une expérience à vivre pour pouvoir découvrir tout ce que j'ai découvert pendant ces 20 années d'allergie où j'ai fait des recherches, où j'ai essayé de comprendre, où j'ai été dirigée vers un thérapeute et puis un autre, et puis un autre. Et tu vois, ça m'a permis de faire tout un chemin. Bah oui. Il faut savoir transformer les expériences bonnes ou mauvaises en occasion de grandir, quoi. Mais parfois c'est difficile, hein. Et pour certaines femmes, tirer du positif de leurs expériences en maternité, ça peut être très compliqué. Et puis tu vois, c'est surtout aussi, on a perdu, je pense, cette connexion profonde avec la nature et ses lois naturelles. Quand à un moment donné, dans le trailer, il y a pas d'instinct, tu vois, par rapport à ça. Bah, il y a les femmes, elles ont fait un blague, ça, comme ça. Et on a perdu quoi, ça. Et aussi, ce qu'on a perdu, c'est ces réunions de femmes, de grand-mères, petites filles, où on explique au travers d'histoires, parce que même si on ne dit pas les choses, il y a la conscience dans l'histoire de la personne qui a vécu de son expérience, ça va rentrer en résonance avec celle qui écoute. Et du coup, ça va lui donner de la force, ça va lui donner ou montrer les animaux, quand les animaux naissent, tout ça. Et petit à petit, ça s'installe, une confiance s'installe, puisqu'on sent qu'on fait partie de cette nature et qu'il n'y a aucun problème, qu'on va fonctionner comme la nature. Mais après, il y a plein d'autres facteurs. Est-ce qu'on est tellement bien dans cet état de plénitude, de grossesse qu'on n'a pas envie de le quitter? Donc, on va résister au moment de l'accouchement et on va souffrir parce que plus on va résister, moins on va laisser partir et plus on va avoir mal. Bah ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a la peur vraiment de faire ce passage, de laisser faire ce passage, que c'est une peur aussi? Mais ça pourrait être évité s'il y avait comme des femmes qui transmettent au travers d'expériences, d'histoires, de faire le lien avec ce phénomène naturel. Ça, depuis tout petit, ça devrait être enseigné à l'école. Ben ouais, ouais. Non. Tout ce qu'on apprend, c'est ce qu'on voit dans les films et par défaut, c'est dangereux et douloureux et ça nécessite l'intervention de personnes extérieures. On est bercé par cette illusion et c'est pas évident d'avoir le déclic. Voilà, c'est douloureux. Mais si on a confiance, moins on va laisser aller, plus on va mettre de distance et plus ça va être douloureux. Ben oui. On a envie que ça se termine vite, donc on va à l'intérieur. Ouais. Il faut ouvrir la bouche à col mou, bouche molle, col mou, disent les sages-femmes. Et il faut accepter d'ouvrir des sphincters, comme dit Laurine, il faut accepter d'ouvrir un sphincter. C'est surrender, c'est s'abandonner. Tu vois, c'est ça qui pour moi maintenant de plus en plus.
c'est vraiment cette source divine. Tu vois, c'est ça que là, depuis que tout le monde passe que sur la tronche, c'est d'une libération monumentale qu'on échange entre nous, humains, ou tout le monde. Ça nous, quelque part, ça nous nourrit, ça nous rend plus forts. Parce qu'il y a toute cette alchimie de tous ces êtres, tu vois, une alchimie qui fait que ça nous nourrit. Maintenant, on est coupé de ça. Et quand je femme sur le visage, au moment où on a le plus besoin de cette... C'est vraiment quelque chose qui nous relie à la source, tu vois, à notre dimension invisible. Ah bah oui, c'est là qu'on connecte et accepter d'être une porte entre quelque chose qui nous dépasse complètement. Même en ayant mis 3 bébés au monde, au 3e, je me demandais bien comment ils pouvaient passer en fait. Donc il faut vraiment renoncer à maîtriser quoi que ce soit et accueillir cette force incroyable. Mais c'est vraiment, oui, c'est un rite de passage, c'est un moment sacré et on est complètement déconnecté de ça. Et pourtant, ça reste mystérieux. Enfin, ça paraît dingue, en fait. C'est merveilleux. Ouais. Moi, tu vois, et tout, je revois comment ça évolue. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Toute cette qui est au sein de pour moi, il n'y a pas quelque chose de cette dimension invisible, tu vois, de notre âme qui, elle, au stage, je dirais, d'organe, être dans cet endroit privilégié du extraordinaire. C'est un truc, mais comment est-ce que c'est possible en 9 mois que cette intelligence fasse, que les os se créent, les organes, les échanges, le système nerveux, le système sanguin, comment ça fonctionne, quoi? C'est fou. Bah oui, on ne maîtrise pas du tout. On veut absolument mettre des explications scientifiques sur tout, mais je voyais récemment, j'ai vu passer une image d'une cellule, juste une cellule humaine grossie avec un microscope. Rien que la structure d'une cellule est complètement incroyable. Et donc, de vouloir absolument mettre une explication scientifique, je pense qu'on ne comprend rien à rien. On a cette prétention, là, les humains, de vouloir expliquer tout. Et c'est des choses à l'emporte-pièce. Je pense qu'un jour, la théorie du Big Bang paraîtra aussi ridicule qu'en son temps, le fait de dire que la Terre était plate, quoi. Enfin, c'est très, très prétentieux, en fait. Et c'est bien dommage parce que ça donne des choses comme la complexité, enfin la difficulté à mettre un bébé au monde, parce que comme on veut absolument tout cadrer de manière scientifique et donc médicale, on n'accueille pas ce qui nous dépasse. On ne veut pas être dans l'humilité d'être juste un passage et d'accepter cette puissance de la vie qu'on peut appeler Tao ou ce qu'on veut. Ça, c'est le nom de mon premier fils. Si on veut pas se placer comme ça en juste accueillir et sentir la connexion à un grand tout qui est difficile ben ça devient compliqué, quoi. Et accepter aussi notre condition de mortel. Alors, on voit qu'en ce moment là, on veut absolument faire croire aux gens qu'avec une petite piqûre ou 2 ou 3 ou 4 ou 12, ils vont devenir immortels. Faut voir ce que ça donne comme résultat. Enfin, c'est terrible en fait. Parce qu'en fait, on le sait, hein, je veux dire, c'est noir sur blanc, officiel, c'est pas quelque chose d'un complot ou d'une conspiration. Hein, on sait qu'il y a un agenda des populations. Alors pourquoi on veut à tout prix, soi-disant, protéger les vies avec... C'est que ça va bien avec l'agenda. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Si on voulait vraiment protéger les vies, il y a déjà plein de choses qui à éliminer. Ah bah oui, oui, j'ai quelques idées, oui. Tu vois, non, mais la première cause, une molécule synthétique dans un corps naturel, tu vois, ah, oui. Il y a quelque chose qui est complètement... ça va pas. Quand on sait, quand on ressent vraiment profondément, des fois, cette vision le matin au réveil, surtout, que je suis partie intrinsèque de la terre, tu vois. C'est
Et quand on sait ça, on peut pas aller dans ce sens-là. C'est pas possible. Parce qu'on sait que ça va, c'est pas naturel de toute façon. Ah bah non, non. Puis, enfin bon, non, mais... Alors c'est marrant la loi de l'attraction, quoi. C'est quand même pas un hasard qu'on se retrouve toutes les deux. Je suis entourée de gens avec qui je suis en phase sur ces thématiques-là, mais c'est compliqué. Ils ont réussi un tour de force en scindant la population comme ça. On sent croire que les gens sains étaient porteurs et malsains. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de notre faute, nous les gros vélins méchants, là, c'est de notre faute si tout ça va mal. Et pendant ce temps-là, Coca-Cola assoiffe les populations et les gens se gavent de hamburgers. Et la première cause de mortalité dans le monde sont les maladies cardiovasculaires, que la famine fait des dégâts en ce moment terribles, que des femmes se suicident dans leur première année de postpartum, etc., etc., etc. Si on veut sauver des vies, j'ai quelques idées, quoi. Mais c'est pas du tout rentable pour Big Pharma. La chose aberrante, moi quand j'ai entendu ça l'année dernière, c'est injecter les femmes enceintes. Ah, mais c'est fou. C'est fou. J'ai une amie qui a envie qui envisage son deuxième et sa généraliste lui dit faites-vous vacciner avant, faites-vous vacciner maintenant, c'est important. C'est fou. C'est incroyable. Quand on sait que même des huiles essentielles peuvent être nocives en étant oui. Ouais. Oui, ils vont interdire les huiles essentielles. Oui, tu vois. Non, mais... Ils vont, enfin, ah là là, ça fout le tournis, hein, c'est vrai. Mais on est des méchants complotistes. Ça, c'est ce qui est nécessaire parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont les médias ne parlent pas, mais il y a quand même, ça vient. Je pense que c'est nécessaire pour que les gens reconnectent avec leur dimension naturelle, je dirais. Bah ouais. Ah ouais. Et de se faire confiance, en fait, c'est un de mes mots favoris et qui apparaît dans le film à travers la lecture de ce chapitre de Pierrette Granereau, la sage-femme aux 3000 enfants, Ouais. qui termine en disant, donc après avoir raconté cet épisode d'une hémorragie à domicile dans les années 50, on fait une révision utérine, comme ça, voilà. Et elle termine en disant jeune sage-femme, vous devez être effrayée par ces récits. Pourtant, je ne vous envie pas. Votre rôle a été usurpé. Vous avez on vous laisse un travail de surveillance et je ne voudrais pas opérer à l'époque actuelle. Je regretterais trop ma terrible responsabilité et ma grande indépendance. C'est vraiment ces deux mots qui me tiennent à cœur et c'est ce que j'ai envie de transmettre dans ce film, que les femmes et les papas, mais quand même essentiellement les femmes, prennent conscience de leur pouvoir et de leur indépendance et de leur responsabilité dans la naissance de leur enfant et qu'elles n'ont besoin de rien d'autre à part d'assumer la liberté du choix, en fait. Voilà. Et tu as un doute, maintenant, à l'époque où on est, moi, ça fait plus de 30 ans que je pratique la médecine énergétique, même à distance. Tu vois. Si tu as un doute, si une femme a un peu peur, elle ne sait pas, elle peut toujours voir un bioénergéticien et tester. Ça peut déjà mettre en... Parce que si le test est qu'il est favorable d'accoucher à la maison, si le test est qu'il est favorable d'être en milieu hospitalier, donc voilà. Après, ça enlève, tu vois, toutes ces peurs, toutes ces choses. Oui. Donc maintenant, on a cet outil, puisqu'on est des êtres électriques, énergétiques. Donc, si on ne va pas à la base de ça, on n'a pas de réponse. Donc maintenant, il y a des bioénergéticiens un peu partout dans le monde, comme le faisaient les chamans. Hein. Et en fait, ils le font les chamans actuellement. Et en fait, on redécouvre ce qu'on appelle la médecine quantique, qu'on peut vraiment difficilement définir, que c'est des choses du domaine de l'invisible. Et pourtant, moi, ça fait 22 ans que je pratique ça à distance. Étant ici aux États-Unis, je n'avais pas les thérapeutes que j'avais à Paris. Et je me suis retrouvée seule avec moi-même parce que je ne voulais surtout pas rentrer dans le monde médical ici. Et, déjà, je n'étais pas en France, mais alors là, je ne voulais surtout pas ici. J'ai dealé avec ça toute seule, avec yoga, respiration, des douleurs tu vois, dans le corps et en yoga, vraiment intériorisées, qui m'ont aidée. Et puis, j'ai eu la chance. Pas la chance, c'est que ces phénomènes de résonance, j'ai rencontré avec qui j'ai fait une séance. Et puis après, il a été dans sa technique. Et puis, il me dit, bah, on peut faire à distance. J'ai dit, OK. Donc, moi, ça fait 22 ans que je suis suivie comme ça.
Et au début, j'étais à New York. Moi, mon corps demandait une séance toutes les 8 semaines. Maintenant, ça fait au moins 3 ans que je ne fais pas de séance. Je suis centrée en permanence au niveau énergétique. Même si, comme là, il y a 2 jours, ça a été très, très dur. Dans mon crâne, des douleurs terribles, au point de me dire, le truc qui passe, tu meurs au cerveau, tu vois. Ouais. Et en fait, portail, tu sais, le 11-11 au niveau cosmique avec quelque chose. Et en fait, c'était bien ça. J'ai testé avec Bernard et en fait, c'était vraiment au niveau énergétique que j'ai travaillé moi en yoga. Une séance de yoga hier matin, c'était passé. Mais vraiment en mettant la présence avec le son et en visionnant les os du crâne peuvent bouger, les fluides peuvent circuler et il y a certaines postures que le corps dirige, tu vois, et ça a été, ça y est, mais c'était hyper douloureux, j'avais jamais eu ça comme ça. Ah ouais. J'ai eu le corps, les hanches, le milieu du dos, différents endroits, mais le crâne jamais. Ah et tu vas tu penses à tumeur au cerveau. ouais. Je voulais ouvrir et sortir ce Ouais. Ah, je vois. ça battait. Et puis, j'ai trouvé un point qui était très douloureux. J'ai appuyé et du coup, après, ça me travaillait tout le côté gauche du corps, tu vois. Et je respirais. Et en fait, voilà. Et ça y est, c'est passé. Mais on se réaligne aussi avec cette énergie, avec lui. Et l'énergie qui change. Et on a des douleurs dans le corps parce qu'on est aussi traversé par ça, mu par ça, pour aussi, si tu veux, développer, tu vois, ouvrir un peu plus. Ouvrir, ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, mais c'est à ça que ça sert d'avancer dans la vie. C'est l'avantage quand même, c'est de sentir qu'on est de plus en plus, pour peu qu'on en ait l'envie et qu'on ait envie de croire à ça, c'est même pas de la croyance, mais d'accueillir cette idée que il faut laisser circuler, il faut lâcher le besoin de contrôler tout le temps et il faut accepter qu'il y a quelque chose de supérieur à nous qui circule à travers nous et qu'on est juste une vague sur l'océan. Voilà. Et enfin, moi j'ai eu des migraines aussi et j'ai jamais, j'en remercie mon papa aussi pour ça, de ne jamais avoir voulu rentrer dans le système médicamenteux parce qu'il y a des gens qui font carrière là-dedans. Hein. C'est une vie entière à prendre des traitements alors qu'il n'y a rien à y comprendre. Et donc moi, j'ai soigné mes migraines en allant nager, hein. Donc, en voyant quasiment plus rien, tellement c'était... Mais j'allais faire des longueurs de piscine. Les 100 premiers mètres, c'était dur. Et puis petit à petit, voilà. Et donc, finalement, j'en ai presque plus. Mais c'était violent, hein, avec la nausée, avec des fois pendant 2 jours. Hein. Mais j'ai pas voulu tomber là en me disant, OK, c'est moi qui génère ça. C'est quand il y a un truc qui va pas dans ma vie que je me retrouve avec cette tête qui part en live, là. Et donc, d'être dans la respiration, de ne pas être dans la lutte et de sentir l'énergie qui circule. Mais c'est dur, en fait, ça prend longtemps de sentir, je suis encore bien loin d'un objectif pour peu qu'il y en ait un, mais ça fait du bien de sentir que c'est certainement pas la chimie, en tout cas les médicaments, ni une intervention extérieure. Et là encore, c'est le mot responsabilité qui vient de se dire, c'est moi qui génère ça et je dois pouvoir me prendre régler cette question-là, prendre ça en main et trouver moi j'ai besoin toujours d'avoir le contrôle sur tout là alors les enfants sont une bonne école, hein, pour un peu lâcher cette envie de contrôler. Alors, quand on les a tard, je te dis pas le boulot. Pardon? Et la gentille. Ils ont 11 ans, 9 ans et 8 ans. Oh et donc j'ai eu mon premier à 37 ans et à 40 j'en avais 3. Donc, tu vois, quand tu as eu un travail qui te plaît, j'ai beaucoup bougé en reportage pour la télé, et donc beaucoup voyagé, je gagnais ma vie plutôt bien, et j'étais complètement indépendante et débordée par mon travail d'intermittente du spectacle 10 jours par mois, et la musique et la piscine. Et donc, une fois que tu as des enfants, tu te demandes comment les gens qui n'en ont pas arrivent à être débordés. Tu te demandes. Donc, ça fait lâcher et ça fait progresser sur des choses, mais maintenant, c'est ma préménopause qui me donne des douleurs de crâne. Et tu as eu un ostéo?
Tu as un ostéo qui te J'ai suit? une ostéo super. Alors, comme par hasard, on s'est retrouvés en phase sur le protocole sanitaire, tu vois. Et j'étais coincée en m'énervant un matin pour faire bouger mes enfants plus vite. Tac, je me suis coincée un truc et c'est resté pendant. Mais elle a fait des trucs super. Elle m'a libéré même le ventre. Donc, elle est top et voilà, on s'est aidés mutuellement. Je n'irai pas plus loin, mais on s'est aidés mutuellement. Bah, tu sais, moi, j'ai donc eu à Paris la chance d'avoir un ostéo qui était vraiment super. Il voyait rentrer quelqu'un dans le cabinet, il savait déjà où était la problématique, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment aidé parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais des migraines terribles. C'était pas des migraines, c'est des sinusites tellement violentes que je supportais même pas la lumière. En fait, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait un problème physique d'une naissance en siège avec quelque chose au niveau du cou qui avait été traumatisé, tu vois, Toi, tu es née en siège? avec le cordon. Donc, tu vois, je ne sais pas où elle pas respirer. Et puis, c'est marrant parce que dans ma vie, en fait, c'est quand je suis à la dernière limite qu'il faut rendre quelque chose que là, je suis opérative. C'est comme ma naissance. Mais ça, je l'ai remarqué il y a très Ah, longtemps. d'accord. Ouais. C'est comme ça, c'est là que j'ai les ressources. C'est au moment où il faut que je rende le truc, un jour avant, quelques heures avant, c'est là où, pouf, ça y est, tu vois. Ah, Pareil que quand on est né. Et en fait, ça m'a entraîné des torticolis terribles jusqu'à ce que j'aille en ostéo. Et là, ça a été la délivrance, quoi. La délivrance, la mémoire, ah, bah, enfin, tu vois, plus de torticolis, plus rien, mais vraiment, plus de sinusite, plus rien, autorité par rapport au père. Tu vois, réaction par rapport à l'autorité, le père, enfin, il y avait tellement de problèmes et ça a été réglé. Donc, l'ostéo, pour moi, ça a été vraiment une révélation et ça m'a vraiment, vraiment aidé. D'une scoliose que j'avais, une petite scoliose, j'en ai plus. Après, tu vois, quelques années de travail. Après, j'ai découvert tellement de choses, puisqu'aussi, c'est toujours ce que je dis aux gens, il faut que vous soyez curieux. ouais, bah, Parce que quand on se pose, qu'on est curieux, l'univers va nous amener une réponse. c'est Par ça. une lecture, par un poste de je ne sais pas trop quoi, hop, on va voir, et hop, ça nous amène sur autre chose, et ça y est, on a la réponse de la chose on se demandait, par miracle, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est fou ça. Alors, il y en a qui vont parler de synchronicité ou de hasard ou le fait qu'on soit attentif, ça fait qu'on voit des choses qu'on n'aurait pas vues sinon, mais elles étaient là quand même. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comme quand vrai, mais c'est dur d'être dans cette dynamique-là où on est prêt à accueillir tout comme la peur de manquer, tu vois, Ouais. l'abondance et toutes ces choses-là, les lois d'attraction. Plus j'avance et plus je sens que c'est pas une lubie, enfin que c'est pas farfelu, non, que quand tu lâches sur la peur de manquer, les choses arrivent et comme par hasard, toujours, enfin tu vois pour le film par exemple, j'ai réussi à le terminer sans avoir à vendre mes enfants ou ma maison, alors que c'est un budget énorme et qu'il y a toujours eu pile poil ce qu'il fallait qui venait, mais pas plus, parce que sans doute je suis encore j'ai encore un problème avec l'abondance, tu vois. C'est notre société judéo-chrétienne. Il faut quand même qu'on en chie un peu. Ouais, c'est peut-être pas un problème, c'est peut-être un processus ou une étape, tu vois, tu as franchi une étape. Peut-être que maintenant, dans le processus dans lequel tu es, c'est peut-être lâcher encore plus et demander encore plus à l'univers. À l'univers. Il faut que je demande plus à l'univers. Là, tu vois, je suis mesquine avec mes problèmes de sous-titrage. Voilà, tu vois, un message comme ça à l'univers et puis, qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui sera ravi de participer à ça. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est important d'en parler, de faire voir que quand on a demandé de l'aide, en fait, Bah ouais, c'est ça, ouais. c'est important. Moi, j'étais quelqu'un qui jamais d'aide. Je voulais tout faire par moi-même parce que quand j'étais, je disais, Mina fait tout. Moi, je disais, Mina, je savais tout faire. Tu vois, faire à manger, laver le linge, enfin tout. Évidemment, ça m'est retombé sur le coin de la figure. Quand je suis chez mes parents ados, je faisais tout à la maison. Cosette, tu vois. Et après, bah, c'était ma façon de ma façon et j'ai continué à faire ça au point que je ne m'autorise jamais d'avoir du temps pour moi, tu vois. Oui, ah ouais, on a ça en commun. Et je ne déléguais jamais et puis en fait, il n'y a pas de mal et de l'aide, quoi. Parce que la personne qui va apporter de l'aide, en fait, on peut faire un cadeau à cette personne parce que cette personne a peut-être envie de donner
Mm. Pas trop donner, et elle ne sait pas trop quoi donner. Puis quelqu'un peut se dire, ah, mais moi, je sais faire ça, j'ai envie de collaborer avec ça, parce que ça, c'est important pour moi. Et du coup, tu rends quelqu'un heureux, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, ça nous arrive à tous. Enfin, voilà, moi, ça m'est arrivé d'être dans cette situation-là, de dire ah, mais oui, mais ça me branche de le faire et tout le monde en retire quelque chose. Mais c'est pas facile. J'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à demander. Oui, nous aussi, on faisait beaucoup à la maison. J'ai perdu ma maman très tôt. J'avais 2 ans quand elle est Ah, partie, 3 ans ouais. quand elle est décédée. Donc avec ma sœur, on a appris tôt à faire. Mon papa, il bossait beaucoup, passionné. Enfin, il est psy. Mais en tout cas, on faisait beaucoup à la maison, le dîner. Enfin, on préparait le dîner, on faisait les courses, tout ça à 10 ans, on était au taquet. Donc, et on nous disait quand même qu'on était feignasses. Donc, mais c'est un bon papa, hein. C'est pas ça, c'est une autre culture. Je me dis, c'est vrai que c'est fou, les enfants aujourd'hui, là, ils en foutent quand même pas trop une rame. Et je repense à. Mais je regrette pas d'avoir appris à faire tout ça très petite, mais c'est du coup, cette espèce d'obligation de tout le temps tout faire et de Là, jamais se poser. on a pris l'habitude, tu vois, ça fait partie de nous. On ne se rend même pas compte, tu vois, Ouais, que. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque part, bon, derrière, pour moi, il y avait aussi la valorisation, être aimé de ma mère, tu vois. Donc pour elle, comme ils étaient en conflit avec mon père, je prenais sa défense, je m'occupais d'elle, je faisais ce que je pouvais, je rentrais du collège le soir, je faisais la vaisselle de la journée parce qu'elle couchait. Enfin bref, tu vois, et ça devenait, je lavais le linge à la main, tu vois, c'était vraiment jusqu'au tout ça, moment, c'était en Corse, hein. On est d'accord que c'était en Corse, ton enfance. jusqu'au moment où mes mains, mon corps disait non, j'ai pas aux mains terribles, parce que mon corps pas, et tout ça, quelque part, comme j'avais pas grandi avec eux, je rêvais d'être avec mes parents, surtout ma mère, tu vois. Et puis là, c'était le moyen de faire accepter, de faire aimer. Et à 11 ans, une étrangère chez moi, tu vois. Et en fait, avant ça, je m'occupais de ma grand-mère qui perdait la mémoire. Je à temps, elle ne sait même plus qui j'étais. De l'autre côté, à Besançon, quand j'étais de l'autre côté, tu vois. Et en fait, pareil, j'allais en bas faire les courses, préparer à manger, parce qu'il n'y avait rien de prêt. J'avais quoi, tu vois, et c'est pareil. Donc après, tu te penses que ça, tu vois, c'est ça la vie. Tu vois, tu te poses Bah oui, c'est ça, ouais. quoi. Qu'est-ce que tu veux, mon lapin? Moi, j'ai une nouvelle brosse à dents. T'as une nouvelle brosse à dents, c'est super ça. Ok, ça va attendre 2 minutes, je pense. Pardon. Il y a urgence pour mettre le nom sur la brosse à dents. Ah bah. Oui, c'est en fait de notre naissance à notre âge où en fait, il faut à un moment décider de faire avec ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas passer notre vie entière à trouver des excuses dans nos difficultés, dans notre petite enfance ou notre. Il faut faire avec, quoi. Sinon, enfin, si on se pose en victime de notre enfance, de notre naissance, de la perte de notre maman ou de quoi que ce soit d'autre, on peut faire carrière là-dessus. Donc, je pense qu'il faut prendre grand soin des bébés, de la naissance, des enfants quand ils sont petits, faire notre maximum là-dessus. Et ensuite, de toute façon, on fera des erreurs, c'est incontournable, mais des erreurs avec notre cœur, bon. Et ensuite, eux, si on arrive à leur transmettre qu'au moins, ils arrivent à un âge responsable où ils se disent ok, mes parents c'était ce que c'était, ils ont fait de leur mieux ou de leur pire, j'en sais rien, mais en tous les cas moi maintenant j'ai les cartes en main, qu'est-ce que je fais de ça, plutôt que d'être toujours à la merci d'une solution extérieure, d'une déresponsabilisation, et nos sociétés bercent ça. Tout à fait. Si nous les mères on n'a pas dépassé ça, cette entre guillemets victimisation, on va le transmettre automatiquement. Ouais. Et c'est difficile d'expliquer comment sortir de ça. Ouais, c'est difficile. On ne va pas au niveau de dire bon voilà, j'ai choisi ces parents-là parce que comme ça m'a permis de vivre cette expérience-là avec ça. Donc moi, j'ai dit stop de blâmer ma mère et mon père. Et j'ai dit si j'allais voir ce qu'il y avait de positif dans tout ça, dans tout ce qu'ils m'ont donné. Je sais tout faire. Bah oui, c'est ça. J'ai confiance, je peux aller n'importe où. J'ai voyagé à 1 mois, donc à l'époque, tu vois. Donc, je peux aller n'importe où dans le monde, je me sens chez moi. J'ai peur de.
Ouais, Ouais. et je suis bien. Et Bah oui. ils m'ont donné quelque part une forme de confiance en moi, justement par cette façon de vivre-là, tu vois. Bah, est-ce que tu étais un peu remise entre tes propres mains Tout à très fait. tôt? Tout à Et c'est fait. une bonne chose. Je pense que c'est à vouloir toujours trop les dorloter, les gâter, leur faciliter la vie. Si on facilite leur quotidien d'enfant tout petit, on leur complique l'avenir parce que c'est pas ça la réalité. Donc qu'ils soient responsables d'eux-mêmes, bah, voilà, il faut leur éviter de se prendre un 15 tonnes dans les dents et puis de tomber de la falaise éventuellement, même s'ils ont, enfin, tu vois, comment dire, je parle dans tous les sens, mais moi j'essaye avec, enfin on essaye tous les deux avec mon chéri, on est en phase là-dessus, avec les enfants alors ils sont tout à fait dorlotés, mais ils vont à vélo le matin à l'école dans le noir avec leur lumière, leur caouet, quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on leur fait jamais faire leurs devoirs, ils se démerdent, c'est leur responsabilité. Je dis pas ça à la maîtresse, pas du tout que ça m'intéresse pas, mais parce que et je leur dis pas dépêche-toi. Enfin, j'essaye, c'est très difficile, mais de pas leur dire dépêche-toi, tu vas être en retard. Enfin, pour le grand qui est en sixième maintenant, me Ouais. dire ravale ça, à lui de se débrouiller. Il a une montre, il sait lire l'heure, il sait le temps qu'il faut pour aller à vélo à l'école. S'il est en retard et qu'il se fait engueuler, bah, tant pis pour lui. La prochaine fois, il se bougera. Si on est toujours en train de dire dépêche-toi, il mise sur nous et on se transforme en horloge parlante et en alerte. Tu vois? Après, tu vois. Donc, c'est ça. Bah oui. Mais c'est dur de se retenir et de se retenir aussi, de ne pas craquer dès qu'il y a des demandes. Et ça m'agace de voir la prolifération de merdouilles que les enfants peuvent nous demander. Et donc, j'ai fait une vidéo comme ça sur les pop-it là, sur TikTok. J'ai énervé beaucoup de monde comme ça, mais parce que je veux dire, c'est vraiment une saloperie de plus. Ça leur sert à rien. Tout ça, c'est la domination du marketing et des gros qui contrôlent le monde, là, de toute cette industrie lobbyiste. Et on tombe dans le panneau pour de peur d'être des mauvais parents parce qu'on ne va pas offrir cette merde-là en plus à nos enfants. C'est infernal. C'est quoi cette chose? Pop-it, c'est des trucs avec des bulles en plastique. Là, tu remets les choses dans un. Enfin, tu vois, les enfants, ils appuient là-dessus, ils le retournent, ils rappuient de l'autre côté. Soi-disant, ça a été fait pour les enfants hyperactifs ou les enfants avec des troubles de l'attention. Alors, autant dire. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'enfants sous Ritaline aux États-Unis, mais c'est flippant, ça. Hein. Je suppose qu'on. Il y a très longtemps hein, que c'est bien connu. Hein. Dès qu'un enfant est soi-disant super actif, allez, on C'est pratique, hein, c'est pratique. Puis dès qu'on a nous a entre heures et à 100, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 170 injections à partir du moment où il est né jusqu'à 5 ans ou 2 ans ou je ne sais pas. Tu imagines le truc? c'est Comment abominable. la population elle soit pas affectée dès qu'il y a un problème quelconque? Parce que pour moi, c'est même pas une question de choses que tu attrapes. Pour moi, c'est la fréquence vibratoire qui est tellement basse Ouais. que tu peux plus gérer les toxines. Bah non, c'est ça. Bah non, on va finir par mourir d'un rhume avec leurs conneries, quoi. Enfin, Non, mais dingue. là, il y a des études qui sont faites. Je regardais un documentaire hier. Je ne sais plus avec quel médecin. C'est français plus. Maintenant, je confonds français-anglais. J'arrive même plus à savoir qui est qui. C'est Oui, vraiment. Et en fait, qui disait que là, on va dans quelque chose qui est avec le port du masque. Donc, réingurgiter nos toxines. normalement et ne pas avoir un apport d'oxygène frais. Ouais, c'est dingue. On diminue le système immunitaire, aussi parce qu'on est isolé, moins en contact les uns avec les autres. Bah oui, oui. Donc on a plus notre petite armée. Pour quelque chose de simple, de très simple. Et ils se demandaient, dans les 2 années qui viennent, qu'est-ce qui allait se passer en continuant à porter, parce que le système immunitaire est déjà vachement descendu au niveau du collectif. Bah ouais, ouais. Et puis l'aberration qui est que, en fait, les personnes âgées ont un système immunitaire plus fort que les jeunes, parce qu'ils ont eu des expériences dans leur corps, parce qu'ils ont été malades, parce qu'ils ont... Et donc, les premiers qu'on veut injecter, soi-disant, parce que leur système immunitaire est bas. Bah oui, mais ouais. Par un système immunitaire, s'il est au bas, tu fais une prise de sang, et puis tu vois, on le voit tout de suite. Hein. Donc,
c'est une aberration totale. On est dans un monde qui est complètement à l'envers, quoi, à l'envers du bon sens. Ouais, bah oui. Et ce qui est flippant, c'est de voir comme ils ont réussi à. Enfin, je dis ils ont, c'est pas Big Brother, mais enfin, je sais, j'arrive pas à connaître leur. Ouais. J'arrive pas à connaître les motivations. À part engraisser Big Pharma, je comprends pas les motivations. Ou se protéger de je ne sais quoi. Se protéger politiquement. Hein, mais en tous les cas, ce que je trouve hallucinant, c'est de voir à quel point les gens marchent au pas là-dedans. Et je vois des gens seuls sur un trottoir avec un masque sur le nez et des gens qui engueulent leurs enfants parce que le masque n'est pas bien placé. Et mon garçon en 6e qui se prend un manquement, un mauvais point parce qu'il n'a pas bien mis son masque et tout. Mais enfin, ça donne des révoltes quand même, quoi. Donc moi, qu'ils ne viennent pas m'emmerder avec ça, parce que je vais leur dire, dites donc, vous allez laisser mes enfants respirer et consommer tout l'oxygène qu'il leur faut, parce que l'asphyxie les menace bien plus que le Covid. Il faut arrêter les conneries, c'est dingue. Et puis, ce qui est surtout pour les enfants, c'est-à-dire que l'oxygène qu'on amène au cerveau aide au développement. Bah oui, bien sûr, non, mais c'est au développement et à tout. Enfin, je veux dire, c'est la base, notre besoin en oxygène, c'est la base. Donc on prive les enfants d'oxygène et on prive les femmes en travail de manger et de boire. Il n'y a pas plus de justification pour l'un ou pour l'autre. À part faire des bons petits moutons, des bons petits soldats qui marchent au pas et qui ne réfléchissent plus, je n'arrive pas à saisir les motivations. J'ai du mal à saisir les motivations de tout ça. Dernièrement, j'ai vu aussi un autre documentaire, podcast, où il était dit que c'était parce qu'il y avait un besoin de contrôle et que pour contrôler plus facilement, il fallait diminuer la population. Ah oui, bah pourquoi pas, ouais. Donc, pour diminuer la population, il faut la diviser. Oui, c'est ça, ouais. Là, et donc, comme ça, c'est ce qui peut permettre de faire des guerres, des révolutions, pour que les gens soient éliminés. Donc, et que c'est une question de contrôle, parce que si on amène à amener la population, la faire descendre à 500 millions, comme il est le projet sur la Terre. 500 millions, ah oui. Oui. Donc là, ça va être beaucoup plus facile à contrôler. Non, mais tu te dis, et la nature dans tout ça, tu vois. Bah oui, alors bon, je suis toujours là, ouais. Parce que j'ai des connexions. Je me questionne, mais là, ça va. Enfin, sur là aussi, la PMA et la. Alors, mes 2 premiers enfants ont été conçus par FIV, donc je serais bien mal placée pour parler du droit à l'enfant pour tous. Mais le 3e est arrivé tout seul et je me suis interrogée sur cette façon qu'a la médecine de s'emparer des cas de soi-disant stérilité et de faire rentrer les couples très rapidement dans le protocole de la procréation médicalement assistée, ce qui a été notre cas, mais visiblement on n'était pas stérile puisque le 3e est arrivé tout seul. Et donc je me dis, ça aussi c'est étrange en fait de jamais vouloir laisser faire la nature, ni pour la conception, ni pour la naissance. Et on se retrouve dans un système, c'est ce qu'inquiète Michel Audin, hein, mais donc il y a des mots qui font peur. Hein, la sélection naturelle, c'est pas quelque chose qui est très bien vu, mais où on s'en remet au lobby médical et pharmacologique pour toutes les choses qui devraient être les plus simples de la vie, quoi. Donc fabriquer un bébé, concevoir la vie et mettre un bébé au monde. Ça, on en passe forcément par le monde médical. Et là, ça me chiffonne, quoi. Donc évidemment que c'est super pour plein de parents d'avoir la chance d'avoir un enfant alors qu'ils ne pouvaient pas sans la médecine. À titre individuel, c'est forcément beau et chouette. Et j'étais la première à en être heureuse. Mais à l'échelle de l'humanité et de notre économie et de la politique et tout ça, ça me pose quand même une question de dire, est-ce que dit Michel Audin, les femmes qui ont du mal à enfanter ont autant d'enfants que celles qui enfantent facilement, et on va se retrouver avec la stérilité héréditaire en quelque sorte. Enfin, c'est complexe et c'est des sujets qui sont délicats. J'ai pas de point de vue arrêté là-dessus, mais la crise sanitaire me fait aussi réfléchir là-dessus, parce que je veux dire, on arrive au même résultat, c'est le monde médical, on appartient au monde médical, quoi. Bon, toi, tu as eu 2 enfants comme ça. Imagine que tu n'aies pas voulu faire ça. Bah, je ne sais pas où j'en serais, je ne peux pas refaire l'histoire. C'est facile maintenant de dire si c'était à refaire, je le ferais. Mais en fait, s'il n'y avait pas cette possibilité-là,
ben, il y aurait moins d'individus sur Terre aussi. Oui, bah, probablement. Non, mais c'est ça, on est trop nombreux, soi-disant. Enfin, Ouais, bon, oui, je mais suppose qu'on est trop nombreux. tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien, hein, tes enfants sont là, c'est bien. Mm. Au Bah niveau oui. de l'âge, il y a sûrement une raison à tout ça. Donc, Mm. tout est en ordre parfait. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Là, on l'a dit. On peut se poser la question, se dire, mais pourquoi favoriser? Ça coûte très, très cher, surtout ici aux États-Unis, Mm. pour faire, tu vois, avoir des enfants comme ça. Je ne sais même pas comment on dit ici en anglais. In vitro? Non, je ne sais pas si c'est ça. Je sais pas. Bah, ça dépend parce qu'il y a même la GPA aux États-Unis qui Je sais pas enfin, c'est la gestation pour autrui. Donc, j'avais vu un reportage là-dessus. Alors, évidemment, je me méfie toujours de ce que je vois, mais c'était de manière assez factuelle des entreprises privées qui permettent à des couples a priori stériles ou en tout cas qui n'ont pas décidé assez tôt de faire des enfants. Et donc là, le cas, c'était une femme qui avait un peu plus de 40 ans. Et donc, une GPA coûte. Donc, on choisit sur catalogue éventuellement la donneuse d'ovocytes, le donneur de spermatozoïdes, la mère porteuse et on récupère le bébé à la sortie. Donc, on se retrouve avec un bébé qui a biologiquement. Donc, qui a forcément biologiquement deux parents, hein, une gamète mâle, une gamète femelle. Voilà, c'est ce qu'il faut pour faire un bébé. On va pouvoir s'énerver avec les lobbies de toutes les transgenres et tout ce qu'on veut. Bon, d'accord, il faut quand même une gamète mâle, une gamète femelle pour concevoir un bébé. Jusqu'ici, on est bon, ça va peut-être bouger, mais plus un utérus, hein, puisque la maman, la mère porteuse loue son utérus. Et on prend les bébés à la sortie. Donc là, ils avaient envie d'avoir une famille nombreuse d'un coup. Donc, ils lancent 3 GPA en même temps. Donc, ils choisissent tout ce qu'il faut. Alors, je suppose les mêmes donneurs de gamètes, est-ce que c'était eux ou pas, je ne sais plus, mais 3 mères porteuses en même temps. Et il lance 3 gestations et il récupère 3 bébés en même temps. Donc, elle se retrouve à 40 ans, mère de 3 enfants d'un coup parce que ça lui plaît. Sachant que je crois que c'est 80 000 dollars la GPA et donc il doit y avoir 30 000 dollars pour la mère porteuse, une grosse partie pour le labo. Ouais, bah oui. Donc, je me dis pour les enfants, c'est terrible. C'est-à-dire que le mec du labo avait l'air assez écœuré par les demandes de ses clients, mais il y a de la thune à se faire, donc il y va, mais je le trouve plutôt cash. Et il disait, il y a des gens qui me disent, je veux un fils qui soit bon en basketball et qui ait les yeux clairs, quoi. Donc, t'imagines, le gamin qui a coûté 80 000 balles à ses parents, s'il n'est pas bon au basket, ben, on doit le remettre sur le marché parce qu'il y a ça qui se fait aux États-Unis, des enfants qui sont adoptés et qui sont remis en jeu. Finalement, Non, il ne me plaît plus, si, il me plaît plus celui-là, donc on le remet en jeu. Donc les enfants, ils défilent sur des tapis rouges, des ados, ils défilent sur des tapis rouges pour trouver de nouveaux parents adoptifs. mais tu vois, Nina, ça peut pas continuer comme ça. On Non, est mais dans c'est dingue. nature, mais moi je connais quelqu'un, enfin je connais pas personnellement, mais je sais quelqu'un d'ici, c'est un homme qui a eu 2 enfants, mais par mère porteuse, puisque lui il est homosexuel. Ouais. Donc les enfants ont l'air super heureux, ils les adorent et tout, mais il n'y a aucun problème avec ça. Mais non, Mais ouais, c'est bien sûr, je ne doute pas une seule seconde que ce soit un très bon papa. tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'amour et tu vois les bébés, ils sont super heureux et tout ça. Quand même impressionnant, tu vois, de penser que tu as quelqu'un comme ça, 3, on va en voir 3, et puis on a 3 mères différentes. Tu pourrais te dire, à la limite, on a la même mère porteuse sur 3 années, tu vois. Ouais, Mais il y ça a fait du tellement taf. de faire dans tout ça. Puis il y a des thérapies de groupe pour les mères porteuses parce qu'il y en a qui se rendent compte qu'elles s'y sont attachées. Elles ont Bien du sûr. mal à se séparer du bébé. Mais je me dis, c'est paraît dingue. Elles imaginaient quoi? Qu'elles allaient avoir un bébé dans leur ventre pendant 9 mois Oh et là qu'elles là, allaient le livrer à la sortie sans que ce soit un déchirement. oh là là, c'est terrible, hein. Moi, je trouve ça qui me questionne et qui me bouleverse, tu vois. Parce que, évidemment, j'ai été maman 2 fois, donc j'ai porté 2 fois. Et Ouais. On s'y attache quand même. Hein. Ah oui, il y a une relation. Moi, du moment où j'étais enceinte de mon fils, j'avais pas 17 ans. L'instant où j'étais enceinte, je l'ai su. Ouais. Et à cet instant, j'ai su que c'était un garçon. J'ai fait l'examen une semaine après, c'était positif, mais je l'ai su au moment où j'étais enceinte. Ouais. Et donc là, il y a une connexion qui se fait avec. Parce qu'on dit oui, l'âme, elle s'incarne pas avant tant de mois ou j'en sais rien. Mais c'est pas vrai.
Bah, ça dépend, je pense que ça dépend, mais Il y a déjà eu un impulse d'une âme qui a choisi ces parents-là, avec ces gamètes-là, tu vois, qui a choisi ça, c'est que l'âme, elle est déjà quelque part connectée. Elle se manifestera peut-être plus ou moins, mais pour moi, l'âme, elle participe à la création physique même dans l'embryon, par la présence, tu vois. Et c'est pour ça qu'en tant que maman porteuse, on est super en contact avec ces, je peux même pas dire, avec ces entités-là, tu vois, avant même qu'elles soient à terme. Parce que je pense que ça fait des dégâts quand même. Hein. Ça fait des gens. Et bien sûr, je ne remets pas en question la capacité des couples homosexuels à être des super parents. C'est pas ça le problème, quoi. C'est juste de sortir. Enfin, c'est la base même de la vie et de quelque chose de naturel et d'énergie qui circule et de choses qui nous dépassent. Et là, c'est les apprentis sorciers là, qui mettent leur nez là-dedans. Alors, Israël Nizan, qui est dans le film, hein, qui est le président du Collège national des gynéco-obstétriques de France, donc on va dire que c'est le mec qui représente la gynécologie en France. Et j'avais vu sur un plateau de télé parler de la GPA, justement, alors, de la PMA quand la loi a été votée en France, là, donc le droit à l'enfant pour tous, qui évidemment, encore une fois, à titre individuel, j'ai dans mon équipe plusieurs femmes qui sont en couple avec des femmes et qui ont envie d'avoir un enfant et voilà, et je m'en réjouis pour elles et je suis sûre que ce sera des super mamans, c'est pas ça la question. Mais que ce mec-là, qui est quand même plutôt misogyne globalement, dise qu'il est favorable à la GPA, j'ai du mal à croire que sa motivation soit le bonheur des couples homosexuels. Donc je pense que sa motivation, c'est cette domination, cette prise de pouvoir sur quelque chose qui ne devrait pas nécessiter une intervention extérieure. Ça se joue, a priori, désolé, c'est rétrograde et vieille école, mais ça se joue à deux dans un lit à la base quand même, hein, ou dans un lit ou ailleurs d'ailleurs. C'est quand même ça à la base, hein, c'est très rétrograde et vieux jeu. On va me traiter de réac. Ben oui, ben oui. Je veux dire, mais bon, moi ce qui m'a toujours surpris. Moi, j'ai eu que des femmes gynécologues. Ce qui m'a toujours surpris, comment ça peut être des hommes qui soient à des postes pareils, alors qu'ils ne vivent pas la chose de l'intérieur de leur corps. Ben oui, quand même. Ouais. Ben ouais. Puis surtout, je me demande comment ils ont pu avoir envie de faire ce métier-là. Je trouve ça toujours chelou, moi, j'avoue. Ouais, hein. Bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. Ouais. C'est vrai parce que pour moi, tu ne peux parler de être dans, si tu veux, c'est même pas une question d'être performant, mais d'avoir une connaissance viscérale. Voilà, parce que tu le vis dans ton corps, quoi. Ouais. Alors bon, c'est sûr que les chirurgiens cardiaques sont pas tous obligés d'avoir eu des triples pontages, enfin voilà, mais c'est un domaine qui n'est pas médical en fait, la naissance. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'on en fait une spécialité médicale, alors que par défaut, ça n'a rien à voir avec la médecine, c'est juste la vie à l'œuvre. Et donc, dans l'idéal, on peut même, enfin dans l'idéal, dans l'absolu, on peut se passer il y a, comme dit Michel Audin, mais c'est son ronron habituel, hein, dans la naissance, il n'y a que deux acteurs obligatoires, la mère et le bébé. C'est quand même une réalité. Par défaut, il n'y a que deux acteurs obligatoires. Et puis, bon, éventuellement, c'est pas mal d'avoir une sage-femme qui s'y connaît pour le cas où il y a un geste technique à faire, mais par défaut, il y a besoin de personne. Et que ça devienne par défaut quelque chose de médicalisé, c'est ça, moi, qui m'a motivée pour faire le film. Je reviens du coup à mes moutons, mais c'est cette sensation, une fois que j'ai été enceinte de mon premier enfant, que j'avais de la chance parce que j'avais dans mon entourage d'autres mamans qui avaient mis au monde leur bébé chez elles et certaines sans assistance parce que la sage-femme n'était pas là ce jour-là, bref. Et sur le moment, moi, j'avais trouvé ça bizarre. Je me disais, elles sont folles quand même. Avant d'être enceinte, je me disais, bon, quand même, enfanter tout seul à la maison, elles sont tarées. Mais c'était bien avant d'être enceinte. Et une fois enceinte, mais c'est devenu une évidence. Je me suis dit, mais enfin, mais pourquoi est-ce que ce bébé qui est dans mon ventre, qui grandit normalement, mon corps lui donne tout ce dont il a besoin, pourquoi est-ce qu'au moment de sortir de mon ventre, il ne trouverait pas le chemin? Il va trouver comme n'importe quelle souris ou ragondin. Voilà, et je n'avais pas envie que quelqu'un sache que j'allais mettre je trouvais ça impudique
L'idée qu'au moment où tu vas accoucher, tu informes des gens extérieurs, tout comme au moment où tu t'approches de l'orgasme, il faudrait envoyer un message pour dire ça y est, je jouis. Je trouvais ça horrible en fait. J'avais pas envie, donc pour mon premier, j'ai dit à personne, à part à mon chéri, que c'était ce jour-là, et on a fait ça en douce, sans personne, quoi. Voilà. Enfin, une amie avec moi, c'est tout, mais il y avait personne d'autre ils ont su, les gens, le lendemain de la naissance. Donc j'ai commencé, le travail a commencé à 6 heures du matin, tranquillement, hein, vraiment tout en douceur toute la journée. J'étais dans ma bulle, sans rien dire à personne, à accueillir sans savoir où j'allais, mais sans aucune peur de rien, sans envie de partir de chez moi. Et il est né à 21 heures et on a prévenu les gens de la naissance le lendemain. Tu vois, on est resté vraiment entre nous avec le bébé. Voilà, et pour les autres, il y avait Elena, ma douce et tendre Elena, mais l'envie après de dire à tout le monde, bon sang, mais prenez conscience de ça, que vous avez besoin de personne et que la médicalisation, elle est là au cas où, mais par défaut, il n'y a pas besoin. Et en plus, on vous prend pour des potiches, et en plus, on vous infantilise, et en plus, on vous culpabilise, et en plus, on vous fait peur. Et donc, vous vous retrouvez dans un cursus tout pourri. Et la plupart du temps, la médecine fout beaucoup plus la zizanie qu'elle ne règle le problème. Et je le constate jour après jour à la lecture de témoignages que je reçois ou que je parcours sur les réseaux. C'est dingue à quel point on est à côté de la plaque. Et cette culpabilisation me donne envie d'être encore plus militante là-dessus parce que je reçois des messages de mamans qui me disent est-ce que j'ai le droit de refuser un déclenchement? Je suis mal placée pour répondre à cette question. Est-ce qu'il faut le refuser? J'en sais rien, mais par contre, vous avez le droit, bien sûr, vous avez le droit. Et les femmes ne savent même pas qu'elles peuvent refuser des actes médicaux. Et les médecins, ils te disent ah mais oui, bien sûr, loi Kouchner, information, décision, choix éclairé, gna gna gna. Rien du tout. Ils disent aux femmes votre bébé est gros, il sortira jamais. On va vous déclencher. Mais enfin, vous pouvez refuser. Mais bon, nous, on déclencherait. Et puis, tant pis pour vous si vous revenez demain avec un bébé mort. Enfin, il y a des phrases assassines qui sortent régulièrement. J'ai des témoignages comme ça. Si vous voulez encore accoucher chez vous alors que votre bébé est macrosome, ne vous plaignez pas si vous revenez demain avec un bébé mort. Il y a des femmes qui acceptent un déclenchement pour macrosomie et qui se retrouvent avec un bébé qui fait 2,9 kg. C'est tous les jours, des déclenchements. Oh là là, il fait 5 kilos, il passera jamais. On va faire une césarienne, il passera jamais. Il est en siège, il est trop gros, il passera jamais. Et puis, césarienne, et puis il fait 3 kilos. Ah tiens, il serait passé. Désolé pour la boulette. Enfin, ça, plus l'ocytocine systématique qui a eu droit, et toutes les femmes y ont droit. À partir du moment où elles sont à la maternité et qu'elles ont une péridurale, elles ont droit à du symptôme, mais on ne leur dit pas. Et donc, ce symptôme qui donne des contractions plus rapprochées, plus douloureuses, qui met le bébé en souffrance, et qui est donc une raison de césarienne bien souvent. Et là, dans le film, les médecins le disent, il y avait une anomalie de tracé, donc on voit que le bébé est en souffrance, mais on a arrêté le symptôme, donc on a arrêté la perfusion d'ocytocine artificielle, donc ça va mieux. Enfin, il dit ça devant la caméra sans rougir, sans se rendre compte de l'aberration. Ils mettent du symptôme pour accélérer, ça fait souffrir le bébé. C'est la raison d'une bonne partie des césariennes. Et il dit ça face caméra sans même se rendre compte que c'est dément le système. Dingue. C'est vraiment, je te dis, mais comment c'est possible, tu vois? Comment ils peuvent être bien à pratiquer de tels actes? C'est ça. Il y en a qui sont plus bien. Les sages-femmes, il y en a qui arrêtent. C'est ce que raconte Madame Morel, l'historienne. Il y a des sages-femmes qui arrêtent parce qu'elles ne supportent plus la manière dont les naissances sont gérées. Elles n'ont pas fait ce métier-là pour ça. Et du coup, elles renoncent à faire des accouchements. Et puis, il y en a une petite poignée de femmes exceptionnelles comme Elena, ma sage-femme, et quelques autres sages-femmes à domicile, mais qui exercent dans des conditions de stress assez énormes. Alors, c'est une déesse. Mais pour supporter la pression que leur mettent les conseils de l'ordre gynéco, conseils de l'ordre des sages-femmes et les médecins en structure qui ne supportent pas les sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Ils les chassent comme des sorcières. Et donc les femmes qui ont envie d'accoucher chez elles, parce que je pense, moi, c'est mon point de vue, c'est pas ce que prêche le film, mais c'est mon point de vue, le meilleur endroit pour mettre son bébé au monde, c'est bien la maison. Parce qu'à quel moment tu pars de chez toi sinon? Comment peux-tu rentrer dans la danse de la naissance, accueillir cette chose-là, débrancher ton cerveau, être connecté avec ton bébé, décharger ton ocytocine naturelle, être au chaud, être tout ça, en te demandant, ok, là les contractions c'est toutes les 10 minutes, va falloir qu'on y aille. C'est pas possible en fait.
es forcément en stress si tu es en train de mesurer tes contractions et à te demander à combien est ton col et te demander si tu vas avoir des embouteillages. Donc, c'est un vrai luxe de ne pas penser à tout ça, de se déconnecter complètement de tout ça et de juste accueillir ce qui se passe. Et le bébé, il va venir. Mais si tu attends de savoir à quelle heure tu dois prendre ta bagnole, c'est la cata. Donc, avec une sage-femme qui vient te retrouver à la maison, bah, c'est génial, c'est le luxe absolu. Elle n'est même pas obligée d'être dans tes pattes, elle peut être dans la pièce d'à côté et elle te, à l'oreille, elle entend. Moi, Elena était avec moi parce que j'étais heureuse qu'elle soit à mes côtés. Pour le premier, il n'y en avait pas. Et c'était magique de laisser tout ça se faire tout seul, sans peur, sans même la peur de la douleur, parce que je ne la connaissais pas. Donc, du coup, c'était bien. Les autres, j'ai eu peur de la douleur. Puis, je n'ai pas été déçue. mais tu vois, pour moi, c'est ça le meilleur endroit. Parce que même en salle nature, à la maternité, il faut y aller. Donc, il faut prendre la voiture. Donc, il faut sortir de la danse, de cette transe, de ce truc. Donc, mais il y en a qui sont très heureuses en maternité, en salle nature, ou alors il y en a qui sont très heureuses de leur césarienne programmée. Hein. Voilà, moi je trouve ça triste, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est important et ce que je veux, enfin, ce que je pense avoir réussi à faire avec le film, c'est que les femmes qui le regardent prennent conscience de ce que c'est la prise en charge médicale, prennent conscience qu'elles ont le droit de refuser certains gestes, prennent conscience que la plupart des déclenchements ne sont pas là pour sauver la vie de la mère et de l'enfant, mais pour arranger le service et l'organisation du service, et que dans l'idéal, c'est Saint-Opéry pour tout le monde, et tu pousses quand on te dit de pousser. C'est ça, même les sages-femmes, elles sont là-dedans, elles s'en rendent même plus compte. Elles sont tellement peu nombreuses que du coup, elles ont 3 femmes en travail en même temps. Bah, mon Dieu, si elles n'ont pas de péridurale, c'est compliqué parce qu'elles se mettent toutes à pousser en même temps, bah, c'est le bordel. Alors qu'avec une péri, bon, ma foi, poussez pas trop pour l'instant, continuez de regarder Instagram et YouTube. J'en ai une autre à côté, je fais accoucher la deuxième et puis je viens vous voir tout à l'heure, on poussera tranquillement. C'est affreux en fait, il y a plus aucune magie, c'est terrible. Et alors que c'est un tel kiff de mettre son bébé au monde par soi-même, de sentir toute cette puissance, de l'accueillir après avoir eu plus ou moins mal. Il y en a qui ont pas mal, il y en a qui ont pas mal. Voilà, j'ai eu plein de témoignages de moi, non, c'était intense, mais je n'ai pas trouvé ça douloureux. Donc, je trouve ça génial. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais c'est magnifique, en fait, de sentir cette force. Et c'est un moyen génial de démarrer sa vie de maman. Cette femme qui dit ça me gêne qu'on challenge les femmes sur l'accouchement, ça me gêne. Bah, c'est facile de dire ça pour toi qui a fait 10 ans d'études, qui est gynéco, chef de service, gna gna. C'est bon, ton ego va bien là, tu t'es bien. Il y a des femmes qui sont pas forcément satisfaites de leur parcours professionnel ou qui n'ont pas de raison, en tout cas, elles n'estiment pas avoir des raisons d'être fières d'elles ou que sais-je. Et de mettre son bébé au monde par soi-même, c'est une source de puissance, de satisfaction énorme. C'est ça, ça peut vraiment développer, grandir la confiance en soi, bah, oui. en inner power, comme on dit ici. Oui, c'est ça, c'est ça. Intérieur, c'est merveilleux, quoi. Ça fait partie du processus d'évolution au niveau spirituel. Hein. Bah ben oui. Toujours par le corps, de toute façon. Et parce que c'est l'âme directement qui vit l'expérience. Donc, c'est une expérience mystique. Hein. C'est mais complètement. Complètement. Donc, il faut quand même prendre le temps de se poser là-dessus et de se demander si on a envie de faire ce voyage-là et au moins d'essayer et essayer au moins de prendre la péri le plus tard possible pour peu qu'on ait quand même envie de la prendre et d'être à la maternité, mais au moins de savoir que c'est pas neutre de démarrer sous péri ou de faire le maximum par soi-même et puis finalement une fois qu'on a fait les 3/4 du chemin, pourquoi pas aller jusqu'au bout et de sentir tout ça, c'est merveilleux quoi. Il y en a tellement qui sont tristes à mourir de ce qu'elles ont vécu. Il faut savoir avant et se donner les moyens. Et l'autre parent, on va dire le papa, hein, c'est très rétrograde ça aussi, qui soit le gardien du temple si on est à la maternité, qui soit là pour protéger la maman et de dire restez dehors avec vos aiguilles, elle s'en sort très bien, elle n'a pas besoin de vous, venez pas la parasiter avec des mots, avec des bruits d'instruments, des machins, des calculs, des chiffres et tout ça, c'est ce qu'il y a de pire. De laisser la tranquille, voilà, dans sa petite bulle. Et si on a besoin de vous, on vous fera signe, mais qu'il soit devant la porte et qu'il fasse le vigile, parce que c'est pas à la maman de défendre son bout de gras à ce moment-là. Elle a d'autres chats à fouetter que de dire excusez-moi, j'aimerais continuer sans Sainto et sans Péri. C'était mon projet de naissance.
quand on est dans la transe du voyage, on a autre chose, on n'a plus envie de parler. Enfin, on n'est plus en mesure de parler, arrivé à un certain stade. Et si on parle, ça nous ramène sur Terre et ça devient insupportable. Ouais, 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 ouais. C'est, Donc, moi, j'ai eu une grande chance. Le premier, c'est d'être seule. Ma mère, ah bah ouais. euh, à minuit, 1 heure du matin, et elle m'a laissée. J'étais seule toute la nuit. Il est né à 10h moins le quart. Et j'ai vécu le processus parce que pour moi, comme j'avais vu les animaux naître et tout ça, en Ouais. fait, des millions de femmes l'ont fait, ben, je vais le faire aussi. Ben Tu voilà, vois. c'est ça, c'est tout. Et ça s'est passé comme ça. Ben Et ouais. ça, à un moment donné, sur la fin, avant qu'il naisse, j'étais dans les contractions très rapprochées, très douloureuses. Mais c'est comme si j'acceptais pleinement la douleur. Mm. J'étais au contact avec cette douleur en me projetant au moment d'après où il n'y aurait pas la douleur, sentir quand il n'y a pas la douleur, en étant dans la douleur. Ouais. Et c'est un phénomène je pense, qui fait que ça relâche et puis tu peux libérer tes propres drogues. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je pouvais me voir comme un dédoublement, si tu veux. Par la douleur, je pouvais me voir dans mon lit en train de vivre la douleur, mais pas ressentir la douleur. Et c'était, pour moi, ça a été transcendantal. Ah bah tu Et m'étonnes. Toute seule, et tu avais 18 ans, hein? j'avais 17 ans et demi, quoi. Ouais, ouais. Il y avait un médecin accoucheur. Il faisait très chaud. Il est arrivé en pantalon blanc, torse nu, tu vois. Sexy. Ouais. Et la baie vitrée était ouverte sur le golfe de Porto Vecchio. Donc j'avais les jambes ouvertes avec le bébé qui va arriver sur la mer, tu vois. Ah, trop bien. Et lui, torse nu, tout va bien, cool, tu vois. Et en fait, j'ai eu une épisiotomie, mais il s'est Oui. rendu compte dans l'épisiotomie que, parce que bon, moi, il n'y avait pas de péridurale, il n'y avait rien de tout ça, ça a été naturel. Pour les deux, pas de péridurale. Et en fait, il se rend compte que les ciseaux coupaient pas bien. Mais pourquoi il fait une épisio? Parce que ça avait du mal à sortir. Donc, il a fait une épisio. Il m'a dit, on fait une petite épisio, tout ça, d'accord, bon. Et en fait, le bébé sort. Je l'ai trouvé horrible d'ailleurs quand il est né. Il n'était pas beau. Il était tellement tout transparent, verdâtre. Il était moche. Et puis, et il me dit, oh, les ciseaux coupent pas bien. Donc, il avait pu vérifier avec les pisios. Donc, c'était pour ça. Tu dis pourquoi? Peut-être que. Donc, il dit, je vais chercher des ciseaux dans un autre service. Et il est parti. Il m'a laissé avec le bébé au bout du cordon, comme ça, sur mon ventre, face à l'océan, face à la mer, tu vois. Et puis, il est revenu, peut-être 2, 3, 4 minutes après. Et puis là, il a pu couper le cordon. Donc, du coup, le cordon n'a pas été coupé tout de suite. Ouais, c'est bien. Ouais, bah oui, c'est mieux. Donc, c'est probablement pour ça qu'il a fait une épisio, mais sans le savoir, évidemment. Mais ça a permis. Oui, ça a permis au. D'aller chercher des ciseaux. Il me laisse. Il n'y avait personne, pas d'infirmière, rien. Tu vois, j'étais seule là. Et en fait, ça s'est super bien passé, tu vois. Je suis arrivée en deuxième grossesse avec cette confiance, totale confiance. Oui. Ah, ils ont réussi à saboter le truc, c'est fou. Ouais. En sachant qu'à la deuxième, pour moi, ça sera encore plus facile. Oui. Aux douleurs pratiquement à la dernière minute, et puis je les gérais complètement, tu vois. Je marchais, je faisais ce que j'avais à faire à la maison. Il n'y avait absolument aucun problème. Ouais, il fallait rester à la maison, quoi. Voilà. Et là, tout a basculé. Mais peut-être que c'est aussi l'expérience de cet être qui venait de venir de cette façon-là. Toute petite, elle m'a toujours dit, moi, je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant quand je serai grande. Je veux pas d'enfant. Et en fait, il y a eu plein de choses qui font qu'elle peut pas avoir d'enfant. Tu vois. Et mais c'est toute une histoire transgénérationnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, tu vois, qui font qu'il y a des choix qui sont faits au niveau de l'âme. Quelque part, c'est comme si on créait les conditions. Ces conditions-là, tu vois. C'est ça qui est.
qui est sabotée avec cette prise en charge médicale complètement, la naissance est complètement désacralisée et donc c'est quand même pas rien de se retrouver avec un petit être. Là, on arrive, il est dans le ventre, hein, c'est peinard, hein. On ressort, on repart avec un être humain dont on est responsable. Quand c'est le premier, c'est quand même un truc de fou. Et de faire ça comme si on se faisait enlever une dent, ça n'a pas de sens. En fait, c'est dingue que de considérer comme normal de faire j'appelle ça de l'exorcisme, moi, la naissance en maternité. Pour moi, c'est de l'exorcisme. Alors, c'est le bébé qui est exorcisé de sa mère, hein. Donc c'est lui qui sort, mais parce qu'il y a cette idée là, le vagin denté, il faut absolument le faire sortir, retard de croissance intra-utérin, il est mal, il faut le faire sortir, il faut déclencher, il faut le sortir à tout prix. Il y a quand même un truc bizarre là, de vouloir absolument faire sortir cet enfant du ventre de sa mère comme s'il y était mal. C'était aberrant. Pardon? Alors que c'est l'enfant, le bébé qui décide quand il va sortir. Bien sûr, c'est lui qui décide. Donc là, toute cette domination du truc et les mamans qui, bon gré mal gré, subissent ça en ayant l'impression que c'est normal jusqu'à ce qu'elles aient un flash et qu'elles se rendent compte, parce qu'il y en a quand même qui se rendent compte que tout ça n'est pas normal. Et donc, tu te retrouves avec un être humain, là, c'est tellement difficile d'être maman au début, toutes ces questions, toute cette fatigue, tout ce bébé, c'est dur d'avoir un nouveau-né, ça. Et donc, c'est comme si on te l'avait refourgué, en fait, puisque tu ne l'as pas mis au monde. Enfin, tu ne l'as pas mis au monde. Quand tu as toute une équipe qui te dit que tu n'es pas capable, que tu pousses mal, qui t'appuie sur le ventre, qui t'injecte du Synto, qui te met sur le dos, la pire des positions, tu ne le mets pas au monde. Donc, tu te retrouves avec cet enfant et c'est très dur. C'est quand même un bon moyen de démarrer quand tu t'es approprié l'événement, que tu as fait des vrais choix qui te ressemblent, quels qu'ils soient, il n'y a pas de jugement là-dessus, et que du coup tu repars de là, tu t'es projeté, quoi. Voilà, tu l'as mise au monde, c'est un rite de passage, tu deviens mère et c'est plus facile d'avancer après, quoi. C'est toujours pareil, on en revient à la responsabilité, tu vois. Voilà, c'est ça, le fameux mot, responsabilité. Mais chez nous, on revendique les droits, que des droits. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe maintenant, hein, depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, c'est ça, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ont des droits et qu'ils se réapproprient leurs droits. C'est vraiment pour être en contact avec ce qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire on est des êtres sacrés, quoi. Je veux dire, c'est une totale perte de conscience du sacré. Ah ouais. Et ça, c'est le gros problème de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a cette crise, hein. C'est une crise pour moi salutaire. C'est une crise de santé, une crise de croissance, tu vois. C'est dur de voir comment. Mais en fait, ça fait partie aussi, je pense, de la sélection naturelle. C'est dur à dire, mais pour que la race humaine évolue se servant plus de son cerveau et être connectée au niveau du domaine spirituel, si on fait pas si on n'a pas ce processus-là, c'est difficile, tu vois. Parce qu'à partir de là, on se retrouve sous la coupe de ce qu'on sait, hein, de tous ces. On est dans notre autorité, on est sous l'autorité de système. Ah bah oui. Et c'est fou comme ça fonctionne. Moi, c'est ce qui me rend triste, mais je ne suis pas tellement confrontée au monde parce que je passe beaucoup de temps chez moi, je travaille chez moi, et donc voilà. Et ça me va bien comme ça, mais quand je suis confrontée au monde réel, de voir à quel point les gens se sont pliés à cette histoire de passe SS et à l'idée d'avoir une injection bientôt tous les 6 mois sans savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, j'entends des choses du type est-ce que tu as peur d'une piqûre? Mais non, mais enfin, une piqûre, ça peut être du sérum Phi ou du cyanure. Il faut quand même être vraiment très con pour arriver au point de ne même pas se questionner sur ce qu'il y a à l'intérieur, sans parler d'être pro-vax ou anti-vax, c'est pas ça la question, mais de laisser c'est le syndrome de Stockholm. Les gens, ils sont complètement soumis à cette autorité médicale et économique et ils pensent que tout est fait pour leur bien, et y compris de respirer dans un masque à longueur de journée. Là, j'étais en tournage mardi pour un client, là, pour mon travail rémunéré, et de voir
tout le monde avec un masque sans problème. Moi, je peux pas, en fait. Je passe mon temps à tricher, à me retourner, à respirer, à tirer sur moi. Je n'arrive pas à respirer là-dedans. Je ne peux pas, en fait. Et de voir les gens toute la journée comme ça, sans qu'ils aient l'air en souffrance, me dit, putain, je suis vraiment pas ficelée comme tout le monde parce que je ne peux pas respirer là-dedans. Je peux pas. Donc, hier, à Los Angeles, pour la première fois depuis un peu plus de 2 ans, à downtown Los Angeles. Pour moi, c'est un autre monde parce qu'ici à Malibu, c'est calme. Les gens, ça va, tu vois. Moi, je ne porte pas de masque, mais bon, si je vais à la poste, pas pour la postière parce qu'elle en a rien à foutre, mais pour les gens qui sont autour, je mets une écharpe, tu vois. Ouais, voilà, 2 minutes, quoi, voilà. Bon. Mais si tu veux, hier, j'étais sur une autre planète. Downtown LA, partout, tout le monde est masqué, dans la rue, partout, tout, tu vois. Je suis rentrée dans le building sans masque, il faut voter votre masque, j'en ai pas. Ben alors couvrez-vous. Dans l'ascenseur, à un moment donné, je prends l'ascenseur, tu as les places au sol, tu dois être sur la place, et non, face à la paroi, au mur. Pas être en contact. Donc, moi, je rentre, la dernière place qu'il y avait, elle était au fond de l'ascenseur, il y avait 4 personnes, on ne peut pas être plus de 4 dans l'ascenseur. Et tu avais tous les 3, ils étaient tournés contre leur paroi. Non, mais c'est dingue. C'est ridicule, mais c'est tellement ridicule, mais c'est affligeant. Mais c'est dingue de voir comme les gens rentrent là-dedans. Mais je me marre, remarque, je me marre parce que tu peux avoir un café, tu peux boire ton café là debout, sans ton passe, tu es debout. Avec ton passe, tu peux t'asseoir, c'est juste à côté. Et puis sans ton passe, il faut quand même que tu aies ton autotest parce que tu es vacciné, mais tu es quand même contagieux, tu peux quand même être malade, tu peux même être mort, mais tu es mort, mais moins. Si tu n'avais pas été vacciné, tu serais mort. Tu vois, le truc, ça n'a rien à voir, tu vois. Là, tu es mort, mais tu n'es que mort, tu vois. Donc voilà, parce que j'en connais dans mon entourage, des vaccinés plus, morts. Mais c'est juste mort, c'est moins grave. Et là, pour mon tournage mardi, donc forcément, on n'arrêtait pas de me dire de remettre mon masque. Moi, il est tout le temps là, mon masque, évidemment. De remettre mon masque. Alors, je le remettais, puis je le renlevais, puis Mais par contre, pendant la pause déjeuner, le Covid est un virus sympathique qui est tout à fait respectueux de la gastronomie. À partir du moment où tu as un verre à la main ou une fourchette, il ne te touche plus. Donc là, tout le monde enlève son masque, on peut cracher dans les frites tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on a fini le café, il faut vite le remettre. Mais enfin, tu as envie de dire aux gens, vous êtes tous devenus complètement cons ou c'est votre état naturel? Je ne comprends pas là. J'ai refusé de certains boulots et tout parce que je ne veux pas jouer ce jeu-là. Non. À l'aéroport, tu dois entrer en social distancing et après, tu es côte à côte et puis si tu manges, tu peux enlever le masque. Ouais, non, mais c'est affligeant. C'est pas digne. Où est la dignité, tu vois? Non, c'est ça, ouais. Attends, mais faut être con, quoi. Tu vois, il y a un sérieux problème et c'est pour ça, je pense que c'est une sélection naturelle. Ouais. Bah oui, alors bon, je sais pas comment, je sais pas comment on va gérer la suite. Alors alors moi j'ai mon grand là, ouais, donc c'est mauvais point parce qu'il a pas mis son masque. Alors j'attends que le collège vienne me faire chier, mais s'il faut, il en sortira, tu vois. Bon, je leur dis les gars, arrangez votre sauce comme vous voulez, respirez. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas vous asphyxier, donc vous gérez. Ils s'en plaignent pas, ils font leur truc. Il y a des maîtresses qui sont. Mais là, c'est la fête de Sony demain et il y a une des mamans qui m'a dit, il sera pas là, il est qu'à contact. Un des petits copains. Alors j'ai dit, moi, qu'à contact ou pas, il sera le bienvenu. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de passe sanitaire chez les parlementaires. J'ai tenté, je ne peux pas m'en empêcher en fait. Et elle m'a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si il est qu'à contact, il n'est pas question, il ne sera pas là. Je me suis dit, merde, j'ai encore raté une occasion de me taire là. Non, mais c'est pourquoi le Sénat, pourquoi la Poste, ils peuvent pas être, tu vois. Non, les flics non plus, ils n'ont pas de. Les flics, ils n'ont pas de passe sanitaire. Non, mais on se fout vraiment de la gueule du monde là, tu vois. Ouais. C'est génial quand même. Mais là, les gens n'entendent pas ça. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ça leur passe à travers parce que la vérité est brutale quand tu l'as. C'est dur quotidiennement d'être confronté à ce cirque. Ta gueule, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même incroyable que ça passe. Ici, toutes les soirées qu'il y a eu d'Hollywood, machin, ils sont tous sans masque. Et puis, tu as les serveurs esclaves avec leur masque sur la tronche. Tu vois, tu n'as pas envie d'être servi par quelqu'un qui a un masque sur la tronche.
Ah, quel privilège j'ai, moi, de ne pas porter cette merde. Ouais, ouais, Et pour bah ouais. ah bah, ils vont avoir ça sur leur visage toute la journée. Je veux Ouais. dire, mais c'est quoi, faut arrêter, tu vois. C'est pas là apparemment, on doit avoir les masques jusqu'en 2023 ici. Oui, ah bah moi je me suis faite à l'idée que cette plaisanterie allait durer 5 ans. Donc là, on arrive à la fin de la 2e année. Voilà. Je pense qu'on en bouffe encore pour 3 ans et je ne sais pas de quelle manière ça pètera. Soit c'est que la moitié des gens vaccinés vont faire une hémorragie à un moment ou à un autre. J'en sais rien, hein, je ne sais pas. Soit c'est que les gens vont se réveiller ou alors que je sais pas. En réalité, moi, je suis ici dans mon petit monde, je vois pas grand monde. Mais là, hier, j'ai vu donc l'artisan qui fait mes bracelets downtown LA. Il est dans un building où il n'y a que des artisans qui font des bijoux, tu vois. Et il m'a dit, son voisin du dessus injecté, il est mort 3 jours après. L'autre en bas, pareil. Il me dit, mais c'est l'hécatombe. Moi, je ne suis pas confrontée à ça puisque je vois personne, donc je ne sais pas. Mais lui, il est dans un building où tu as des centaines de personnes qui travaillent. Donc, il voit bien. L'autre, c'est son fils, 28 ans, problème au foie après la 2e injection. Ils se rendent compte qu'il y a des spikes dans le conduit du foie. Ils ont enlevé le foie, mais apparemment, il est irrécupérable. Non, mais tu te dis, mais il faut arrêter. Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux, se rendre compte de ce qui est en train de se passer, quoi. Tout ça, quelque chose qui est grave, c'est sûr, parce que là, je connais quelqu'un qui est aussi comme nous, mais qui a eu cette soi-disant qu'on appelle Covid, mais qui est quelque chose qui n'est pas... pour moi, c'est beaucoup plus grave quelque part. Il a été très malade, non, mais il y a des gens qui en sont morts, mais ils ont des comorbidités. Puis à un moment, il faut bien mourir de quelque chose. Moi, à choisir, je préfère mourir du Covid que d'une injection à la con, hein, donc, ou de la peste. Non, puis ça n'empêchera pas, pour moi, je suis peut-être très fataliste. Hein, non, mais il y aura d'autres choses après. Le moment où je dois partir, c'est le moment où je devrais partir, avec le moyen où je devrais partir. Donc probablement que ces âmes qui ont fait ce choix, parce que c'est leur choix, et que quelque part, ça touche les gens autour d'eux, il y en a qui font le lien, et ces âmes-là, quelque part, c'est comme une forme, on pourrait dire, de sacrifice pour l'éveil de conscience du collectif. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça. Ouais. Mais moi, tout le matin, quelque part, j'ai une pensée pour ces gens, et puis, tu vois, c'est comme si, merci, tu vois, quelque part, de contribuer à la conscience de l'humanité, quoi. Parce on est en pleine mutation. On va vers donc maintenant, on est sur la charnière, où on va aller vers l'intelligence artificielle, où on va aller aux lois naturelles. Mais de toute façon, pour moi, c'est simple. Si on va vers l'intelligence artificielle, dans quelques centaines d'années ou décennies ou centaines d'années, la nature va reprendre ses droits. Oui, voilà. Oui. Donc, on suit le courant, puis on verra. C'est ça, je suis arrivée à des parce que je suis très très sensible à ce qu'on fait subir, à ce qu'on inflige à notre petite planète, hein, le continent de plastique, la biodiversité qui diminue, les espèces animales qui sont, enfin, l'élevage intensif, enfin, tout ça me lève vraiment le cœur, ça me fait souffrir. Et depuis un moment, j'ai eu un flash en me disant, mais en fait, de toute façon, cette petite planète qui flotte dans le cosmos, c'est peanuts. On ne comprend rien à rien, hein. Clairement, on peut bien essayer d'expliquer le Big Bang. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a de l'autre côté du bout de l'univers. Ça, j'aimerais bien qu'il m'explique ce qu'il y a juste après la fin de l'univers. On va dire que comme c'est un truc circulaire, il n'y a rien de... Oui, mais quand même, raconte-moi ce qu'il y a juste après, j'aimerais bien. Bon, et donc, qu'en fait, c'est quand même dingue, ce petit caillou qui flotte avec nous dessus, soi-disant pas de vie ailleurs. Bon, moi, ça me laisse perplexe, je pense qu'il y a de la vie ailleurs, mais la vie elle-même est complètement incroyable. Cette biodiversité, c'est dingue. Tu regardes un papillon, une fleur, c'est subjugant. Tu t'es dit, c'est quoi qui a conçu cette chose si belle? C'est dingue. Les chants, les sons, tout ça. Et c'est vrai que c'est triste que ce soit abîmé, mais je me dis, mais en fait, on s'en fout. L'univers s'en fout que la Terre disparaisse. Et ce que la vie a su faire, elle le refera. Et quand le petit humain débile aura fini de tout saccager, il se passera autre chose derrière, avec ou sans nous. Et ce qui a été fait une fois, ce sera refait. Et tant pis pour l'ours brun ou des Pyrénées ou le machin. Tant pis, ou le dodo, ou ce que tu veux. Tant pis, en fait. On est trop cons. Voilà, on est cons. Bah, voyons, on récoltera ce qu'on a semé.
la phrase qui me fait le plus rire, enfin sourire, c'est sourire, je dirais, tu vois. Jaune. C'est faut sauver la planète. Mais déjà, sauve-toi toi-même. Et la planète, c'est très simple. Tu prends soin de toi, tu n'es pas un poids pour les autres. Tu n'es pas un poids pour la société. Donc, ça passe par ça. Et ça, je suis vachement ferme là-dessus. Occupez-vous de vous-même, réellement, en alignement avec les lois de la nature, et il n'y aura aucun problème. Voilà, c'est ça. Et pas continuer à perpétuer ça, à promouvoir ça, à aller dans tout ça. Donc, ça va se casser la gueule. Mais bon, ça, c'est, si tu veux, je l'ai vu venir il y a longtemps. Hein. Je disais, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé vraiment à comprendre le processus de guérison, je me suis dit, mais plus les gens vont prendre eux, moins Big Pharma fera de l'argent, et plus il y a moyen de faire de l'argent. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais les gens, je lis les phrases en même temps. Les dinosaures est disparu. Et alors, j'ai vu aussi quelqu'un qui disait, je suis vaccinée, j'ai été malade 3 fois. Je vois passer les petites phrases. Ah ouais. Mais c'est ça, prendre soin de soi. Et moi, je me suis fâchée avec une bonne amie parce qu'elle me faisait la leçon sur le masque, le confinement, le vaccin et tout ça. Ils attendaient en fait, moi, je les ai vus venir. Au premier confinement, je me suis dit, OK, bon, bah, c'est bon, on part tout le monde. Et puis, la solution pour sortir, ce sera d'être vacciné. Ça va venir vite. Je n'ai pas été déçue. Et les gens attendent leur vaccin. Il y en a qui ont hâte de pouvoir vacciner leurs enfants de 3 ans. Il y en a qui ont hâte. Et donc, ils viennent me dire que je suis, tu vois, on se prenait la tête, elle me disait que j'étais irresponsable et qu'on était une crise et qu'il fallait être solidaire, l'humanité en danger et tout. J'ai dit, il ne faut pas venir me faire chier là-dessus parce que depuis 10 ans que je suis maman, on est 5 dans cette maison. Si on voit un médecin une fois par an, enfin, je ne coûte rien à la Sécu, je ne coûte rien. Même mes accouchements n'ont rien coûté à personne. Qu'on ne vienne pas m'emmerder sur la solidarité. Et puis, pour ce qui est de notre mode de vie, enfin, tu vois bien, on prend soin de notre santé. Donc, c'est pas moi qui suis un danger. Allez choper les gens qui bouffent au McDonald's 3 fois par semaine, là, ceux qui fument 2 paquets de clopes par jour et tout. Et ceux-là, quoi, s'ils sont vaccinés, ceux-là, ils sont responsables. Leur hygiène de vie, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça, ça me rend dingue, en fait. Avant que le Covid ait tué autant de monde que la famine ou que les maladies cardiovasculaires, ou que, enfin, c'est dément, quoi. C'est dingue, les gens ne réfléchissent plus. Il n'y a plus de mode de pensée. L'argent qui est mis dans cette industrie pharmaceutique au niveau de ces injections, si on le mettait pour nourrir les gens, bah oui, voilà. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, parce qu'ici aux États-Unis, c'est dramatique. Il y a plus de gens maintenant qui sont morts de ça que du Covid, en fait. Qui sont morts de? Non. J'entends pas, ça décroche à chaque fois. Il y a plus de gens qui meurent des suites de l'injection. Ah oui. De la maladie elle-même. Il y a eu des chiffres qui sont sortis dernièrement, mais il y en a eu en France aussi des chiffres qui sont sortis officiellement. J'ai vu ça, là, Blachier, il a sorti ça en disant qu'en fait, il n'y avait que 2% des gens qui étaient hospitalisés aux urgences en réanimation qui étaient malades du Covid. Alors qu'à soi-disant, tous les services étaient pris par ça. Alors que pas du tout, tu vois. Et maintenant, il y a un autre phénomène, c'est que les gens qui n'ont pas pu avoir accès à l'hôpital pour différentes raisons depuis un peu plus d'1 an, là, ils sont dans une situation dramatique parce qu'ils n'ont pas pu être soignés ou opérés ou des choses comme ça. Et donc maintenant, il y a des morts collatérales qui sont dues à ça aussi. Ah bah oui, oui. Puis alors, on ne parle pas des dégâts pour les enfants, les tout petits qui sont en crèche et qui voient des gens masqués tout le temps, les enfants qui respirent leur dioxyde de carbone dans le masque depuis 2 ans, 1 an à l'école et tous ceux qui sont morts de leur cancer parce qu'ils n'ont pas eu leur chimio en temps et en heure pendant le premier confinement. Et puis moi, j'ai des gens morts du cancer tout simplement depuis le début de la crise, proches de moi, et des gens de mon âge. C'est fou, quoi. C'est dingue. Et puis de tout cet esclavage pour pouvoir nous alimenter en tout un tas de denrées pourries, dégueulasses, fabriquées en Chine, transportées à grand renfort de cargo et de manger des tomates. Enfin, moi, c'est mon cheval de bataille favori. Mais je dis, tu manges des tomates en hiver, viens pas me faire chier avec le vaccin, quoi. Enfin, parce que le problème, il vient de là. Voilà, respecte les lois des saisons de la nature et il n'y aura pas de méchants virus qui débarqueront
parce que quand ce ne sera pas le Covid, il y en aura un autre. Je ne sais pas celui-là s'il a été fabriqué, d'où il sort, et puis j'ai même pas envie de savoir parce que si c'est naturel, ça me va. Si ça a été fabriqué, c'est tellement déprimant que je préfère même pas le savoir. Donc je continue de faire mon petit bonhomme de chemin, moi, en essayant d'être en phase et puis de pas faire trop de conneries avec mes enfants et de leur donner des choses, quelques armes pour faire quelque chose de valable de leur vie, mais c'est fou quoi d'être déconnecté complètement de la saisonnalité, de comment pousse un fruit ou un légume et que pour manger un steak, faut tuer une vache. Et donc, il y en aura d'autres, des virus. Enfin, des épidémies, il y en a eu plein, et il y en aura d'autres. La grippe espagnole, on n'en faisait pas toute une maladie, elle a tué beaucoup plus de monde que le Covid. La peste, n'en parlons pas, ça a fait un bon vieux ménage. Et puis, il y en aura d'autres, c'est tout. On est trop nombreux, on fait n'importe quoi, et voilà. C'est vraiment une sélection naturelle. Bah ouais. Moi, je vois ça au niveau de la fréquence vibratoire, c'est-à-dire que la planète, elle change de fréquence et si on n'est pas aligné, on ne peut pas suivre. Donc, on trouve un moyen pour en partir, pour laisser le corps physique, parce que le corps physique ne peut pas suivre. Et pour moi, j'explique certaines des morts comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à suivre. En plus, ça bouge énormément au niveau du soleil en ce moment. Il y a beaucoup de flares du soleil qui sont très forts, donc ça nous affecte beaucoup. Et la planète, la fréquence s'est élevée. Donc, si on n'élève pas notre fréquence, et ça, pour élever notre fréquence, c'est par le recentrement. Je dirais, la méditation, mais on peut être en méditation très présent dans ce que l'on fait au quotidien. C'est une forme de méditation. Là, on élève sa fréquence en étant sur le sens du sacré, on élève sa fréquence en étant sur le sens du bon sens, on élève sa fréquence. Donc, quand on est sur ces taux de fréquence-là, on ne peut pas être affecté comme quelqu'un qui renie tout, qui se nourrit mal, qui n'a pas cette conscience du sacré. Ce n'est pas possible. Mais de toute façon, moi aussi, un jour, je partirai quand ça sera mon temps. Bah ouais, vibratoire, tu vois, je veux dire, à un moment donné. Bien sûr, ouais, bah oui. Date limite de péremption, quoi. À un moment donné, ça y est. Il faut se laisser aller avec ça. Tu sais, j'ai toujours cette image qui m'a fascinée dans ce film, mais j'arrive jamais à me souvenir de titre. Je ne sais pas si c'est Danse avec les loups ou si c'est Le Dernier des Mohicans. Il y a une image du film où l'acteur, il est sur un cheval au milieu d'un champ de bataille. Tu as les cotton trees, tu sais, qui perdent leur truc blanc. Donc, on dirait de la neige. C'est au ralenti. Et il se laisse aller, les bras comme ça. Et il se laisse aller sur le cheval au milieu des balles. Et moi, c'est ce film, il m'a marqué pour ça. Ouais. Cette sensation d'abandon à la vie. Il s'en prend pas une, en fait. Non. Mais il se laisse aller. Je pense que c'est Danse avec les loups. Et il est là, tu vois, l'image, elle est belle. Et rien qu'en regardant ça, tu peux connecter avec cette capacité de t'abandonner à la vie. Faut que je revoie, parce que moi, je vois un film et j'oublie les titres. Oui, mais je vois cette scène, mais je ne suis pas capable de dire lequel. Mais c'est ça, c'est t'accueilles ce qui vient. Ouais. Et tu verras bien comment ça... Et c'est un moment magique, tu vois, et tout est beau dans cette image, et ça reflète vraiment cette sensation que moi j'ai d'être portée, si on peut dire, dans la main du divin, tu vois, portée comme ça, hop, je suis, hop, je vais là, hop, j'ai envie de faire ça, hop, je le fais, hop, 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 et les choses viennent, et il faudrait qu'on puisse apprendre aux enfants, au travers d'histoires, au travers de reconnecter avec le merveilleux, et que de savoir de toute façon ils vont mourir, la mort ça fait partie. Et leur permettre d'acquérir cette confiance et ce bien-être, ça fait vraiment du bien, quoi. Tu vois, c'est ah oui, tu vois. Et ça serait beaucoup plus simple en fait, tu vois, ça serait beaucoup plus paisible. Ben oui, que là, tu vois, je pense du coup, ça me fait penser à ce petit garçon qui se réjouissait de venir à l'anniversaire de Sony demain. Et qui est enfermé, séquestré dans sa chambre parce qu'il est qu'à contact, quoi. À 9 ans, tu vois. Mon Dieu. Alors que,
les enfants, ça ne devrait pas les concerner une demi-seconde. Les enfants sont des filtres à particules, ils transmettent la vie, pas la mort. À aucun moment, les enfants sont contagieux de rien du tout. C'est n'importe quoi, quoi. Et puis, ça les touche. Ils sont asymptomatiques, quoi. Bien sûr. Et puis, ils ont, si tu veux, en étant enfant, c'est ça qu'il ne faut pas perdre, cette faculté à s'émerveiller, à être curieux, à jouer. Quand on a ça, on élève notre fréquence vibratoire. Bah oui, bien sûr. Donc, du coup, évidemment. Puis après, il y a les maladies infantiles, il y a toujours eu. Bien sûr, non, mais oui, oui. Mais ça fait partie. Tu vois, maintenant, pourtant, ils sont vaccinés contre les trucs de base, mais je me pose même question maintenant sur la diphtérie. Alors, le tétanos, ça questionne parce que quand tu es confronté à une situation où tu risques de l'attraper, on t'en recolle un coup. Donc, c'est pas un vaccin parce que si tu es confronté à la maladie directe, à quoi bon injecter le vaccin qui est une version affaiblie du virus qui doit créer ton armée? C'est un peu tard quand tu viens de te blesser avec quelque chose qui est potentiellement infecté par le tétanos pour te faire une injection du vaccin. Donc, tu vois, alors j'ai un livre qui s'appelle Tétanos qui démontre tout, je l'ai même pas. Enfin, j'ai tellement de choses, je me concentre sur la naissance. Mais bon, donc ok, la polio, ma foi, il n'y a plus de polio chez nous depuis belle lurette. Donc, tu vois, j'en arrive à me demander. C'est très bien, la polio a été éradiquée par un vaccin parce que c'est vraiment des vaccins. On est d'accord sur la variole, le vaccin a éradiqué la maladie parce que c'est vraiment un vaccin. C'est une forme affaiblie du virus qui permet, quand il est injecté avant la puberté, de développer une immunité radicale. Après la puberté, ça pose question. Et pour ce qui est des virus avec des formes variables comme les SRAS, ça n'a aucun sens. On est d'accord que c'est pas une. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens parce que ton armée, elle est préparée à accueillir l'ennemi qui a cette tronche-là. Finalement, ce qui se présente n'a pas la même tronche. Donc, ça n'est pas un vaccin et celui du Covid, n'en parlons pas. Bref, mais j'en suis même arrivée, alors que j'étais favorable à ce qui est vraiment de la vaccination pour éradiquer ce type de maladie, même si elles sont plus présentes chez nous. Bon, bref, je me suis même demandé si en fait c'était une bonne chose. Et c'est qu'ils vont tellement loin dans l'apprenti sorcier que je me dis, mais en fait, je vais finir par virer anti-vax, ce qui n'est pas du tout mon profil à la base, par un espèce d'effet de rejet de cette envie de dominer, absolument dominer tout, contrôler tout, avoir cette prétention d'être plus fort qu'un truc qui en fait nous dépasse complètement. L'humain est tellement prétentieux, ça finit par me foutre la nausée et je suis prête à m'en remettre complètement à Dame Nature, tu vois. Nina, le problème ici, c'est un problème d'information. C'est pas la réalité. Ça n'est pas un vaccin, c'est une qui est faite de telle et telle façon. Maintenant, bon, il y a de plus en plus qui le sortent. Il y a même un des directeurs de Pfizer qui en a parlé dernièrement, et pour Moderna aussi, qui a reconnu que c'était une thérapie génique, que ça n'est pas un vaccin. Si tu veux, problème mot, on a employé ce mot, mais c'est pas mot, parce que comme ça rassure tout le monde. Mais oui, c'est énervant quand même. Hein. Tu vois, ils auraient annoncé dès le départ un terme qui prêtait pas à confusion, ça m'aurait convenu. Voilà. Mais si tu veux, c'est les mots. C'est les mots, les mots, le pouvoir des mots. Et là, les gens, ce vaccin, ils vont te dire que c'est la même chose, Covid, variole, même combat, ils comprennent rien à rien. Et si tu essaies de leur expliquer, ils te disent, ah, t'es quoi, t'es médecin, toi c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est même pas la peine d'essayer. De toute façon, c'est de la croyance. On est dans de l'intégrisme. Alors, on pouvait bien se foutre de la tronche des intégristes islamistes et des femmes voilées. Maintenant, on est tous en train de prier Pfizer en foutant un masque sur notre tronche. Alors, elles doivent bien se marrer, les femmes voilées, tu vois. Tout à fait. Ah, moi, c'est la première d'Arabie Saoudite quand il y a eu le confinement. Ouais. Elles étaient libérées, elles pouvaient être non voilées. Enfin, là-bas, elle pouvait conduire. Donc, j'ai conduit avec elle, j'étais avec elle, j'ai participé à une réunion de femmes où j'ai parlé, tout ça. Pas de voile, rien. En Arabie Saoudite? Non, en Arabie Saoudite. J'y étais l'an dernier, au mois de février. Je rentre, le masque, tout de suite, j'ai pensé à elle. Je dis non, enfin, elles peuvent être libres. Maintenant, voilà, il faut qu'elles remettent le truc où elles font voiler maintenant, tu vois. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable comme ça. Tu vois, et puis, obligation vaccinale, hein, tu vois, c'est vraiment très sévère, quoi. Donc, voilà, vaccinale, injection. Ouais, c'est ça, ouais. C'est intéressant comme phénomène de société, hein, parce que les pays qui refusent l'injection, il n'y a pas plus de morts. Mais non, mais pourtant... Ce qui est intéressant,
la courbe sur les 5 dernières années, c'est sorti là de je ne sais plus quel truc français là, d'organisme officiel des statistiques, où en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas plus, quoi. Ben non. Ben non, puis c'est surtout, en plus, c'est comme on dit dans nos campagnes, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est très poétique. Mais c'est dans 2 ans qu'il faudra faire une moyenne, parce qu'en admettant, je veux bien admettre qu'il y a des gens qui sont partis un peu prématurément. Bon, ok, hein, t'es mort un an trop tôt, c'est triste. Bon, je ne sais pas ce que tu aurais fait d'extraordinaire sur cette dernière année de vie, mais bon, il faut bien partir un jour. Et si, enfin, dans 5 ans, je pense que finalement, les courbes seront exactement les mêmes. Il y en a peut-être juste qui auront été un peu précipités. Et en plus, parmi ceux qui auront été précipités, il y aura les effets collatéraux. Donc, et puis, il faudra voir. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais, parce qu'il y a des besoins économiques énormes. Hein. Il y a le problème dans pratiquement tous les pays soi-disant développés, civilisés, des retraites qui ne peuvent pas être payées parce qu'il n'y a plus de fonds. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien les éliminer, ceux qui ont plus de 65 ans. J'en fais partie, tu vois. Parce que, oui, parce que comme ça, c'est autant d'argent qu'on va pas être obligé de donner, tu vois. Donc ça peut paraître con. Il y a toutes ces réalités-là. Ah bah oui, c'est sûr. Mais alors du coup, c'est vrai que c'est finement joué, parce qu'on pouvait laisser le Covid, le fait est, les personnes âgées, ça peut être brutal. Enfin, ça peut être brutal pour quelqu'un de fragile d'avoir le Covid. Hein, ça peut être même fatal. Hein, on va pas nier ça. Mais donc cette manière vicelarde d'avoir prétendu sauver tout le monde tout en... ça me laisse perplexe, parce que je me disais, c'est vrai, le problème des retraites, la crise des gilets jaunes, tout ça, le confinement est arrivé à point nommé, enfin bon. Mais donc le problème des retraites aurait pu être résolu, il suffisait de... Mais donc c'est plus vicieux que ça, parce qu'ils vont quand même... Dans les années 80 par Attali, quand même. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Donc voilà, c'est des façons de pouvoir gérer le budget, quoi. C'est horrible. C'est ça, l'économie financière, c'est voilà, c'est le système. Mais bon, ça va changer, parce que je te dis où ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Mais en final, la planète, elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée. Ça va régler tout ça. En final, la nature reprendra ses droits. Et voilà. Donc, bon, chacun comme il le sent, c'est ça qui est important aussi. Parce que les personnes qui choisissent ça, probablement leur chemin, leur expérience à respecter. Mais ce qui n'est pas quelque part juste, c'est d'obliger ceux qui sont sains à faire un acte qui peut les rendre malsains. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ben, exactement comme en obstétrique, la césarienne chez une femme qui n'est pas à risque multiplie par 3 son risque de mortalité, quoi. Ouais. Et ça, on n'en parle pas, tu vois. Non. Ben non. C'est ça. Enfin voilà, donc bon, tous ceux qui sont là, il y en a, j'ai vu qui ont vu le film. Moi, j'encourage les autres à aller voir. Je mettrai, bon, j'ai déjà mis le lien dans la story, mais je remettrai le lien. Et puis, on refera une vidéo, là, donc il y a l'annonce par rapport à la traduction. S'il y a quelqu'un qui sent de pouvoir faire ça, le sous-titrage et tout ça, ça serait vraiment super. Bénévolement, ça serait l'idéal. Ou alors, évidemment, avec comment on dit, un fee rémunéré aussi. Donc ça, c'est à voir. On peut générer des fonds, peut-être proposer de générer des fonds pour ça. En tous les cas, il y a un lien. En allant sur mon site internet, ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le projet, de savoir où voir le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, et de savoir où est-ce qu'ils peuvent soutenir, même avec 5 euros ou 10 euros ou plus sur Tipeee, j'ai tout regroupé sur mon site internet, qui n'est pas encore aussi joli que j'aimerais, mais c'est ninanar.com, tout simplement. Mais ton site, de toute façon, dans ton Instagram, il y a le lien dans ton... Voilà. Voilà. Donc les gens, aller là, moi je vais te taguer là dans la... J'espère que je vais pouvoir regarder cette vidéo, parce que ça fait presque 2 heures. 2 heures, ouais. Combien de personnes l'ont regardé? Parce que moi, je vois 40 ici, mais... Non, je ne sais pas. Je ne peux pas voir, moi, maintenant. Il y a marqué 39 ou 43, mais c'est pas... Il y a beaucoup plus que ça. Je te dirai après. Et voilà, donc on va faire comme ça. Et puis, quand il y aura le sous-titre, on le refera en anglais. Parce que ici, ça va intéresser énormément de gens. Et puis, effectivement, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un là qui est prêt à le faire en espagnol, c'est bienvenu aussi. Ou prêt à le faire
bienvenue aussi. C'est ouvert. Je veux dire, c'est pas limité à l'anglais. Hein, Bah oui, oui. Ouais. Sur une question de finance, mais il peut y avoir une collaboration, quoi. C'est clair. Hein, En voilà. tous les cas, je vais faire le français, le sous-titrage en français pour les sourds malentendants. Pour le DVD, ce sera en français. Mais je pense que sur le DVD, la première version du DVD, il n'y aura pas l'anglais et l'espagnol, sinon ce ne sera pas possible avant Noël. Je ne peux pas me permettre là maintenant, donc je pense qu'on ne m'en voudra pas. Sur le DVD, il n'y aura que français et français sous-titré français. Et je ferai plus tard les DVD avec l'anglais quand ce sera prêt. Mais il faut que j'avance sur les DVD et je ne peux pas me permettre là maintenant de faire. Documentaire à garder, tu vois, et à montrer bien, là, dans quelques temps, le montrer à ma petite fille qui a 16 ans, tu vois. Et puis déjà, on parle de tout ça, elle est très ouverte, elle est très, tu vois, pour elle aussi, ce qui se passe, c'est une aberration. Bref. Mais c'est bien quand même que... Et puis qu'ils aient le choix. Ben, c'est ça, oui. Le documentaire, en fait, il donne le choix. Oui, voilà, ouais. Il est moins intégriste que moi. Il y en a qui m'ont dit, après l'avoir vu, qu'ils avaient été agréablement surpris. Enfin, elle, souvent, mais parce que je suis un peu cash quand je fais des lives. Mais en fait, le film est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est vraiment factuel. Il y a des données chiffrées sur la prise en charge médicale, sur les gestes, sur les pathologies, etc., sur les risques que représente un accouchement à domicile. C'est vraiment très documenté. C'est hyper carré sur la réalisation. Et il y a mon histoire à moi et on comprend bien mon point de vue. Si j'ai accouché chez moi, c'est que c'est ce que je préfère. Mais ça n'impose pas ça, ça ne stigmatise pas les femmes qui font un autre choix. J'ai été agréablement surprise aussi parce que comme je te connais un petit peu, je sais ton engagement par rapport à ça et je raisonne avec ça. Donc si tu veux, je dis tiens, c'est bien là parce qu'en fait, ça informe sur toutes les possibilités et avec factuel. Tu vois, vraiment. Donc, ça peut vraiment permettre de dire, bah oui, moi je veux aller vers ça, moi je veux aller vers ça, ça résonne juste avec moi. Ah, et c'est ça qui est vraiment super dans le film. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Enfin, ça a pris 11 ans, mais quand même, hein, depuis le début de l'année en arriver là, c'est formidable, quoi. Voilà, voilà, ça fait presque 2 ans en fait. Enfin, disons depuis le premier confinement que je me suis jetée dans ces affaires-là avec l'autre film plus court, Merci le pangolin, c'est évoqué sur mon site. Et donc, mais le tournage s'est étalé sur plusieurs années, mais ça fait vraiment là presque 2 ans que je suis que sur ce film, ce qui représente pour moi 3000 heures de travail et presque 100 000 euros de budget. Ouais. Crowdfunding, emprunt bancaire et subvention gouvernementale. Merci la crise sanitaire. Ah ouais. Parce que j'ai ma petite entreprise et donc j'ai eu des aides pour arrêt d'activité. Je suis toute seule dans ma société, mais en tant qu'entreprise, j'ai eu des aides. Et donc, les sous que l'État a bien voulu me donner, j'ai tout mis dans le film. Ouais. Donc, c'est bien. Voilà, on peut rendre grâce aussi pour ce qui est donné, c'est clair. Ouais. Ah bah là, moi, sans le Covid, j'en serais pas là sur ce film-là. Donc, tu vois, c'est aligné là. Tout à fait. J'ai transformé l'essai. Hein. C'est ça que c'est bien de voir que chaque chose est vraiment à sa place. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on apporte de positif pour le collectif, tu vois, avec ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'est jusqu'ici, faire des films, j'aime, je sais, et on me paye pour ça, mais il manquait, le monde en a besoin pour être dans l'ikigai, tu vois. Et là, avec celui-ci, j'y suis. J'aime vraiment infiniment faire ça. Je sais faire des films, je crois. On peut me payer, bah oui, puisque les gens l'achètent et le monde en a besoin. J'ai l'impression que vu les messages que je reçois, le film a aidé des femmes à faire des choix. Je reçois des lettres d'amour incroyables de maman et alors ça me donne des ailes pour continuer d'avancer. Donc je suis vraiment là où je dois être et je veux continuer avec l'allaitement, avec la motricité, avec l'hygiène naturelle infantile, j'en ai plein d'autres à faire, quoi. Ouais, super, c'est super. Bon, bah, Nina, bravo. Merci à toi. Oui, quand c'est possible. Ouais. Voilà. Merci pour tout. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, Yasmina. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao. Je ne sais pas comment on fait pour quitter. À chaque fois, je suis comme une nouille. Alors, il doit y avoir un petit truc où tu peux sortir. Tac. Je quitte.
Voilà, donc le lien pour le film est sur la bio de Nina. Donc je mettrai ça dans les descriptions. Et voilà, et c'est vraiment un très beau travail hein, d'information autour de la naissance et de la grossesse aussi. Et c'est vraiment super parce qu'il n'y a pas de parti pris en fait. Donc voilà, donc je vous invite à visionner le film. En l'achetant, ben, ça va permettre à contribuer à pouvoir le traduire en anglais, le sous-titrer en anglais aussi. Et puis si vous voulez collaborer, puisque vous avez des possibilités de sous-titres ou de traduction, ça serait vraiment super. Quelle que soit la langue, hein, ça serait vraiment extra. Voilà, ben, je vous embrasse et puis on le fera en anglais une prochaine fois, quand il y aura le sous-titre anglais.